Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de PoliTwitch. On est de retour pour les législatives. Ça y est, le 12 juin prochain, vous allez devoir aller voter en masse pour votre député. Aujourd'hui, nos invités, c'est la deuxième circonscription des Vosges. Salut Jade, comment vas-tu? Ça va nickel et toi Flo? Super. Je te laisse présenter quelques instants Oui. nos invités. Je reparlerai à nos polyviewers dans quelques secondes. Avant de vous donner la parole, je tiens déjà à dire, comme Flo l'a bien dit, c'est la deuxième circonscription qui est la première à se prêter à l'exercice des débats des législatives. Donc on a trois candidats majeurs de cette élection, mais je vais tout de suite dire les autres candidats qui sont présents sur cette circonscription. Donc il y a Emmanuel Thiebaud du parti Lorrain, Caroline Privat-Massioni des Républicains, Jean-Luc Schaffhauser, Martine Canada du Mouvement de la Ruralité, Jeanne-Françoise Langlade de Lutte Ouvrière, Lionel Chambreau des Décroissants, Charlotte Moreau de la NUPES, Zudarchen Jugowal du Parti Animaliste et Elisa Moré. Donc je vais vous laisser vous présenter. Vous aurez chacun 3 minutes pour expliquer votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené dans les Vosges pour certains, et qu'est-ce que pour vous ce sera la fonction de député, qu'est-ce que vous voulez représenter à l'Assemblée nationale. Et avant de débuter, on va inciter bien sûr à nos polyviewers à nous écrire en direct. Vous le savez, on est en direct sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch principalement. Vous nous écrivez et moi je lis vos questions, je fais le relais. N'hésitez surtout pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous le dites et on fait justement le point avec nos invités ici qui vont bien sûr tout vous expliquer et vous donner surtout envie d'aller voter le 12 juin prochain pour le premier tour. Peut-être on va dire quand même globalement qu'aujourd'hui on est là pendant 1 heure, exceptionnellement, justement pour ces émissions des circonscriptions, bien sûr. Alors, premier thème qui sera abordé aujourd'hui, c'est la vie quotidienne, qui parlera plus santé et pouvoir d'achat, durant une dizaine de minutes. Deuxième thème, ce sera l'écologie et la ruralité, pareil, pendant une dizaine de minutes. Et le dernier thème, jeunesse et culture. Voilà les 3 thèmes qui seront principalement abordés. Si vous voulez parler d'autre chose, vous aurez la possibilité également dans la deuxième partie de l'émission où nous serons pendant 15 minutes avec justement nos polyviewers qui nous regardent en direct et qui vous poseront des questions. Et si là vous avez vraiment des thèmes plus particuliers que vous avez envie d'aborder, n'hésitez surtout pas à ce moment-là. Et voilà, et avant de se quitter, bien entendu, vous aurez 60 secondes chacun pour convaincre nos jeunes qui nous regardent justement d'aller voter. C'est le principe de l'émission PoliTwitch. En tout cas, merci à tous les 3 d'être là. Et c'est parti, on va vous laisser vous présenter. Je laisse Jade donner la parole. Et ben on va commencer par la droite, par vous, Monsieur Pierre-Jean Robineau, je vous laisse vous présenter. Merci. Alors, je suis Pierre-Jean Robineau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je fais de la politique. Je dis bien je fais de la politique, puisque souvent j'aime à dire que je ne suis pas un homme politique, je suis un citoyen engagé. C'est très important, parce que je pense que chacun d'entre nous doit s'engager dans une partie de sa vie. Moi, je combats justement les carrières politiques. Je pense que c'est néfaste pour la vie du quotidien des citoyens. Et j'ai profité d'une pause dans ma vie, puisque mes enfants ont été élevés il y a une dizaine d'années, il y a 9 ans exactement, en disant voilà, je vais consacrer quelques années de ma vie à faire profiter de mon expérience, de mon savoir, puisque j'ai été chef d'entreprise, j'ai réussi dans de belles entreprises, dans les Vosges, j'ai été aussi sportif de haut niveau, j'ai réussi dans le sport, et toutes ces choses-là m'ont donné une expérience, je crois, qui est aujourd'hui que je pourrais aider à développer chez les jeunes. Et donc du coup, je me suis engagé pour une dizaine, quinzaine d'années maximum, parce que je pense que c'est une période nécessaire, déjà pour comprendre comment fonctionne la politique, puisque la politique c'est différent du monde réel, je dirais, parce qu'ils sont vraiment dans un monde parfois qui n'est pas vraiment un monde réel. Et donc voilà mon engagement. Aujourd'hui, je suis un citoyen vosgien, j'aime mon département, je veux faire pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je ne veux pas voir mon département être, comment je pourrais dire, je ne veux pas voir mon département être moi j'arrive pas à trouver mon mot, mais je le retrouverai tout à l'heure, c'est pas bien grave. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'à un moment donné, une ajustable, voilà, une ajustable pour les partis politiques, ajustable au niveau des personnes, mais aussi au niveau financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Vosges restent un département magnifique. Moi, j'y vis, j'y suis né, j'y mourrai, et je veux vraiment faire quelque chose pour ce département qui a des difficultés au niveau de l'emploi, des difficultés au niveau de l'éducation, puisque nos écoles ferment, des difficultés, on en parlera tout à l'heure, mais au niveau des hôpitaux.
de la ruralité est aujourd'hui désertée par le monde médical. Et ces choses-là, je pense que si on travaille vraiment dessus, tous ensemble, on pourra réussir à, peut-être pas à tout corriger, mais au moins à amoindrir ce qui est néfaste pour l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Et vous avez oublié l'essentiel de dire que vous êtes le candidat qui est soutenu par Reconquête, Debout la France et les Patriotes. Alors oui, je suis candidat, ouais, exactement, et d'autres encore, hein, puisque je n'ai pas pu tout mettre sur l'affiche. Voilà, j'ai réussi quasiment à rassembler, à part un parti, toute la droite, et voilà. Donc effectivement, je suis ce candidat, je dis, de la droite rassemblée. Voilà. Justement, à part un parti, et c'est le vôtre, Gaëtan Dussaucé, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, donc Gaëtan Dussaucé, je suis donc le candidat de Marine Le Pen et du Rassemblement national pour la 2e circonscription des Vosges. J'ai 28 ans, je suis né le 5 avril 1994, si jamais quelques-uns voudront souhaiter mon anniversaire d'ici là, au moins comme ça ils ont l'information maintenant. Non, bah alors que vous dire? Bon, bah, moi je vous le cache pas, hein. D'ailleurs je pense que mes concurrents ne manqueront pas de le rappeler au cours de ce débat. Moi je ne suis pas né dans les Vosges, j'y suis arrivé que très tard, il y a quelques semaines, même pour être totalement transparent, à l'occasion justement de ces élections législatives. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que, si vous voulez, dans cette circonscription des Vosges, mais aussi dans le département de manière plus générale, on a vu à l'élection présidentielle que les Vosgiens avaient placé Marine Le Pen en tête à 2 reprises, une fois au premier tour, une fois au second tour. Et donc ils ont exprimé, en faisant ce vote-là, en faisant ce choix-là, la volonté de changer les choses en changeant les politiques. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, voilà, quand on a 28 ans, qu'est-ce qu'on vient faire en politique, pourquoi on va s'y intéresser, etc. Sachant que moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis engagé au Front National hier, Rassemblement National aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut se poser un peu la question de qu'est-ce qu'on va aller faire dans ce bazar. On a toujours l'impression que c'est un peu un truc qui est décidé par des vieux dans leur coin, qui ne prennent pas vraiment en considération la vie des plus jeunes. Sauf que le problème, c'est que la politique, évidemment, si vous y intéressez pas, elle s'intéresse à vous, et la politique, elle prend des décisions qui ont des conséquences concrètes après sur votre quotidien. Et c'est pour ça que moi j'ai envie, et c'est ce qui a motivé mon engagement il y a 10 ans auprès de Marine Le Pen déjà pour sa première présidentielle de 2012, j'ai envie de pouvoir contribuer un peu. J'ai envie de pouvoir aider, de pouvoir apporter quelque chose au débat, de pouvoir défendre des mesures, un projet qu'on a construit avec Marine Le Pen sur ces dernières années pour essayer de répondre aux préoccupations des Vosgiens, mais aussi des Français de manière plus générale, et y compris des plus jeunes. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre de constats, mais aussi de propositions qu'on a pu faire avec Marine Le Pen. Je pense à la question du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui en tête des préoccupations des Français. Je pense à la question de la sécurité, la question de l'immigration, la question de l'accès aux services publics, etc. Ce sont des thèmes sur lesquels on a énormément travaillé, on a énormément apporté des solutions. Et c'est pour cette raison que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un député du Rassemblement national, c'est-à-dire un député qui défend les idées, le projet de Marine Le Pen, qui puisse représenter la 2e circonscription des Vosges à l'Assemblée nationale. Parce que certains ici vous parleront un peu de leur parcours, leur personne, qui sont nés d'ici, qui connaissent bien les gens, qui les voient peut-être 5-10 ans, etc. D'accord, c'est très bien, mais nos personnes et nos petites histoires, elles n'intéressent pas. Ce n'est pas le plus important de la campagne. Le plus important, c'est de savoir ce que l'on va voter une fois qu'on sera à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que pour le coup, alors c'est pas le cas de M. Robineau, mais par exemple, M. Valence, voilà, c'est très bien, il a beau être du coin, et il sait très bien qu'une fois à l'Assemblée nationale, il votera la retraite à 65 ans, il votera le travail forcé pour les bénéficiaires du RSA, il votera la poursuite de l'immigration massive, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui fait aujourd'hui souffrir et bouleverse un grand nombre d'habitants de sa circonscription. Donc je pense que voilà, on a besoin, même si je ne viens pas du coin, je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui est quand même en phase avec ce que pense la majorité des habitants et qui pourra répondre justement à leurs préoccupations et être auprès d'eux sur les 5 prochaines années qui viennent. Parfait, je vous remercie. Monsieur Valence, qui est déjà à charge, une présentation qui est déjà à charge contre lui, aura cœur de se présenter. C'est juste échauffement. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Valence, s'il vous plaît. David Valence, j'ai donc passé les 18 premières années de ma vie dans la partie ouest de notre circonscription, dans la vallée de la Vologne, que je connais bien et où ma mère vit toujours, où mon père a été élu. Et puis ensuite, comme beaucoup de jeunes de notre territoire, je suis parti faire mes études ailleurs, en l'occurrence à Paris. J'y ai vécu, j'y ai travaillé. J'ai d'ailleurs travaillé plus longtemps que je n'ai été élu comme professeur d'histoire. Et puis j'ai fait le choix de revenir dans les Vosges, pour me mettre au service de ce territoire. C'est vrai que j'avais eu le goût dans un petit village à Docelles de l'action publique. J'avais vu mon père travailler sur des projets de création de salles polyvalentes, de création de crèches, et j'avais vu comment concrètement, même si c'est à une échelle modeste, on pouvait améliorer la vie des gens. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la politique. J'ai été élu maire de Saint-Dié-des-Vosges il y a 8 ans maintenant, donc du coup dans la partie la plus à l'est de la circonscription. C'est une ville où je vis, où j'ai investi aussi, en centre-ville.
J'ai essayé de faire bouger les choses dans ce territoire de la Déodacie depuis 8 ans. Je me suis battu pour construire une crèche à Saint-Léonard, dans un secteur où il y avait un déficit d'accueil pour les mamans qui voulaient faire garder leurs enfants. Je me suis battu pour lancer un projet de nouvel office de tourisme à Plainfin. Je me suis battu pour faire revenir le train à Bruyères, puisque par suite de décennies de sous-investissement, le train s'était arrêté et Bruyères était une gare morte. Et je me suis beaucoup battu pour ça à la région, où je suis aussi élu depuis 2016. Et aujourd'hui, si je suis candidat sous la bannière de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qu'en fait, des 12 candidats, je suis le seul à ne pas être un candidat d'opposition. Si je suis candidat sous la bannière de la majorité présidentielle, c'est parce que je pense d'abord qu'on a besoin d'un député qui connaisse bien les dossiers de la circonscription. Ça ne s'improvise pas de représenter les Vosges à l'Assemblée nationale, comme ça ne s'improvise pas d'ailleurs de les représenter au Sénat. Il faut bien connaître le territoire, bien connaître les gens du territoire, avoir l'habitude de travailler avec eux, savoir ce qui est important pour eux et ce qui est moins important pour eux, connaître les entreprises du territoire, les associations du territoire. Puis je pense qu'on a aussi besoin d'une voix forte à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que aujourd'hui, si je suis un candidat de la majorité, c'est parce que ça permet de peser aussi, d'être dans la majorité présidentielle. On a eu d'ailleurs dans les Vosges, par le passé, des parlementaires qui étaient très forts à Paris et qui étaient en même temps très présents sur le terrain. Je pense à Christian Poncelet notamment. Et je pense qu'on a besoin de retrouver une présence forte à Paris, une voix forte, mais aussi une voix très ancrée dans le territoire. Et c'est pour ça que je suis candidat et que je serai sur la table à l'entrée des bureaux de vote les 12 et 19 juin prochains. Et justement, vous dites, il faut, comme Christian Poncelet, nous ça nous parle, on est de la 3e circonscription, cet ancrage local et cette voix forte à Paris. Est-ce que vous pensez, vous l'avez bien rappelé, Marine Le Pen a été portée en tête de ces élections présidentielles au premier et au second tour. Est-ce que vous pensez que ces élections législatives sont réellement politisées et un candidat de la majorité pourrait se retrouver en tête malgré le fait que les élections présidentielles ont porté en tête Marine Le Pen dans cette circonscription? Vous savez, les citoyens sont toujours plus intelligents qu'on ne le croit. Quand on s'imagine qu'il suffit de se présenter avec une étiquette pour les convaincre, je crois qu'on se trompe en grande partie. C'est aussi le choix d'une personnalité, le choix d'un député, comme le choix d'un conseiller départemental ou d'un conseiller régional. Et les citoyens font bien la différence. Moi, j'ai été élu, puis réélu maire de Saint-Dié. J'ai été candidat à d'autres élections. Et mécaniquement, il y a forcément des gens qui ont voté Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle qui ont déjà voté pour moi à une élection, parce qu'ils avaient, et peut-être qu'ils votaient Rassemblement National à d'autres élections, ou qu'ils votaient à gauche, ou qu'ils votaient écologistes, mais ils avaient fait le choix de considérer que j'étais, avec mon équipe, la meilleure personne pour gérer les affaires de la cité, ou pour gérer celles de la région avec Jean Rotner. Donc je crois qu'il faut faire confiance à l'intelligence des citoyens. Ils sont toujours beaucoup plus stratèges et beaucoup plus avisés qu'on ne le croit. Et je crois qu'ils feront le choix à cette élection, on le verra en tout cas, c'est ce que je souhaite, d'une personnalité qui est ancrée dans le territoire. Et moi je pense qu'effectivement je peux représenter les citoyens de ce territoire dans leur ensemble, parce que j'ai déjà eu l'habitude en tant que maire de me mettre au service de tout le monde, que ce soit les gens qui allaient voter pour moi ou les autres. Je m'intéresse particulièrement à vous, là, en début d'émission, je vous parlerai juste après. Et juste pour vous dire, M. Valence, vous avez parlé de M. Rotner, et moi j'aimerais savoir, l'échiquier politique étant particulièrement mouvant, vous avez le soutien de Jean Rotner, le soutien officiel, donc du président LR de la région Grand Est, et vous qui êtes, même toujours, député suppléant de M. Gérard Cherpion, qui lui ne vous soutient pas et soutient Mme Massioni. Comment expliquer que deux personnalités LR ne soutiennent pas le même candidat sur la même circonscription? Bah écoutez, ça relève des LR. Moi, je ne suis pas membre de ce parti, je ne l'ai d'ailleurs jamais été. J'ai toujours été centriste et j'ai été allié avec des personnalités. Quand en 2017, Gérard Cherpion m'a demandé de le soutenir, je l'ai fait. Je me suis d'ailleurs battu pour lui à l'époque. Depuis, comme beaucoup de personnalités qui sont au centre ou à droite, il suffit de regarder M. Darmanin ou M. Le Maire. Eh bien, j'ai regardé la politique qui était menée concrètement et j'ai aussi regardé comment elle était menée pour les Vosges. Si le train est revenu à Bruyères, c'est bien sûr le combat de la région, mais c'est aussi le combat de l'État et du président de la République. Si une entreprise comme Gantois a pu être aidée aussi massivement dans ses investissements, c'est grâce au plan de relance. Si demain le projet de GEF à Champ-Duc se fait sur le terrain du motocross, GEF c'est une scierie
qui fait aussi des produits transformés à partir du bois, eh bien, c'est grâce au plan de relance. Donc j'ai vu ce qui a été fait concrètement dans notre territoire. Il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. C'est un territoire qui est en train de changer, qui a subi la désindustrialisation, la fuite des services publics pendant des décennies. Il se passe un certain nombre de choses positives sur le territoire et tous ceux qui travaillent dans l'immobilier, comme certains à côté de moi, le savent. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un bien à acquérir dans les Vosges, alors qu'il y a encore 4 ou 5 ans, on avait beaucoup de mal à vendre sa maison ou à vendre son appartement quand on était à Bruyères ou à Saint-Dié-des-Vosges. Donc moi j'ai envie de continuer à accompagner cette transformation et je pense qu'en effet, la meilleure des choses pour cela, c'est d'avoir un député très ancré dans le territoire, un député qui sait rassembler et un député qui s'inscrit dans la majorité présidentielle. Continuez à réagir, hein. Vous êtes nombreux déjà à réagir à ce débat. Merci en tout cas d'être là. N'hésitez pas à partager justement l'émission sur vos réseaux, d'en parler entre vous, comme ça on sera plus nombreux. Commencez à poser vos questions, vous le faites déjà, c'est très bien. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de dégrossir tout ça et poser ces questions à nos invités. Je propose qu'on passe dès à présent au premier thème de l'émission, c'est la vie quotidienne. On va parler santé et pouvoir d'achat. Alors à propos de la vie quotidienne, moi j'ai une première question par rapport à la deuxième circonscription des Vosges. Donc en regardant les chiffres de l'INSEE, j'ai pu voir comme statistique que 15,9% de la population de la circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Et on sait bien que le gouvernement va prolonger au-delà du mois de juillet les premières décisions qui avaient été prises pour le pouvoir d'achat, le bouclier énergie, la remise de 18 centimes sur l'essence. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres leviers à utiliser pour ce pouvoir d'achat? D'abord, vous, Monsieur Robineau. Bien sûr, parce que voilà, le principe du gouvernement depuis qu'il est en place, de toute façon, c'est de faire des chèques provisoires, mais pas de, je dirais pas, il n'y a pas de décision à long terme. Les 18 centimes, par exemple, sur le carburant, et Dieu sait si le carburant est une chose importante dans notre département, puisque quand vous levez le matin, la première des choses, c'est de prendre sa voiture pour amener son enfant à la crèche à droite, et puis la deuxième à l'école à gauche. Donc, c'est-à-dire que dès le matin, vous prenez votre véhicule, vous avez déjà gaspillé 15 € de gasoil. Donc, Dieu sait si c'est important, mais un chèque énergie de 100 €, ça ne couvre absolument pas le plein. J'ai fait un plein avant de venir. Vous voyez, mon plein avant faisait 70 €. J'en fais un par semaine. Bon, il faudrait que je roule beaucoup, c'est mon métier, mais c'est 30 € par semaine de plus que je mets dans mon réservoir. Le chèque de 100 € ne couvre pas tout. Et nous, on avait proposé quelque chose, et on continuera à le proposer, c'est de supprimer la TVA sur la taxe sur ce qu'on appelle la TIPP, la taxe pétrolière. Ça, c'est quelque chose de durable. Vous savez, on est le seul pays quand même où on fait une taxe sur les taxes. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'on vous met une taxe, mais on vous taxe la taxe. C'est complètement dingue. Donc, à un moment donné, je pense que ce genre de choses est inadmissible. Je ferai d'ailleurs une opération aussi sur la TVA, TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Ça, c'est super important. On a aujourd'hui perdu dans les Vosges, et surtout sur la circonscription de Saint-Dié, beaucoup d'entreprises. Il y avait énormément d'entreprises. Et par mon métier, je suis broker, c'est-à-dire je vends de l'immobilier ou je loue de l'immobilier d'entreprise. Je travaille avec des grosses entreprises nationales, des structures très importantes de foncières, de financières, qui ne veulent pas investir dans les Vosges. Tout simplement pourquoi? Parce que pour eux, on n'a pas les infrastructures, d'une part, et puis on sent très bien que les départements ruraux sont complètement abandonnés. Et s'ils sont abandonnés par l'État, les entreprises n'investissent pas sur l'avenir dans ce département-là. Donc c'est le vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose, je crois que c'est la principale préoccupation de nos concitoyens. Aujourd'hui, combien de personnes, pour mettre un petit peu d'essence dans la voiture, ont supprimé le restaurant et tout ce qui était légèrement superflu, parce qu'ils n'y arrivent plus du tout. Non, on l'a vu pendant les présidentielles que c'était la préoccupation majeure des Français, et c'est vrai que c'est un thème qui a été beaucoup utilisé ou en tout cas prôné par on a formulé un Marine certain Le nombre de Pen. propositions. Ouais. Et donc vous, concrètement, pour la deuxième circonscription des Vosges, en faveur du pouvoir d'achat, est-ce que vous avez des propositions concrètes? Bien sûr, en fait, c'est vrai que vous avez bien fait de le rappeler. Marine Le Pen, elle a même commencé sa campagne présidentielle autour des thèmes du pouvoir d'achat. C'était un premier entretien qui avait été donné, je crois, dans mes souvenirs, fin août, début septembre, avant sa rentrée, et dans laquelle elle avait fait deux propositions assez fortes
qui d'abord ne parlait pas encore des taxes, de la fiscalité, du pouvoir d'achat, mais elle proposait déjà la privatisation de l'audiovisuel public pour permettre la suppression de la redevance télé. Et puis de l'autre côté aussi la renationalisation évidemment des autoroutes pour permettre des baisses immédiates sur les tarifs des péages. Et après ça, on a développé tout un panel de mesures pour essayer de soulager justement la vie quotidienne des Français, parce que, Urbino l'a dit, et à juste titre, il y en a qui n'ont pas le choix d'utiliser leur véhicule, ils ne peuvent faire que ça pour accéder aussi bien à l'emploi qu'à un certain nombre de services publics, qu'à des loisirs, etc., etc. Et donc en fait, il faut désormais considérer l'énergie, y compris le carburant, dont fait partie le carburant, mais aussi le gaz, l'électricité et le fioul, il faut les considérer comme des produits de première nécessité, comme du coup qui nécessitent une TVA inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous payez à peu près 20% de TVA. Nous, on propose de la faire passer de 20 à 5,5% pour soulager concrètement et de manière durable, pas seulement avec des petits chèques qui sont donnés, le pouvoir d'achat des Français. Mais il faut savoir que, et ça, là aussi, Pierre-Jean, tu as eu raison de le rappeler, c'est vrai que en fait, les mesures qui sont prises par le gouvernement sont vraiment des mesures à court terme. C'est-à-dire qu'on donne des petits chèques pour essayer de soulager, et puis on se dit, bon ben voilà, et puis dans 3-4 mois, on n'en parle plus, une fois que les élections sont passées, hop, on lève le pied, et c'est très bien comme ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même des problèmes qui sont structurels. Encore une fois, il y a une considération de l'énergie qu'il faut avoir comme un produit nécessaire, et donc avec une TVA et une fiscalité qui prend en considération la nécessité de ce produit-là. Mais il faut aussi, par exemple, qu'on sorte du marché européen de l'électricité, qui, pour l'expliquer très rapidement, aujourd'hui contraint EDF et contraint donc aussi la facture française à payer une électricité beaucoup plus chère que ce que l'on produit nous-mêmes. Donc, alors c'est pas quelque chose de complètement isolé, hein. Je crois qu'il y a l'Espagne et le Portugal par exemple qui a réussi à renégocier justement le marché européen de l'électricité pour pouvoir vendre à leurs concitoyens ensuite une électricité moins chère. Donc ça, c'est des problèmes structurels de long terme auxquels il faut s'atteler, et nous, c'est ce qu'on exigera justement si on rentre à l'Assemblée nationale avec un groupe assez fort. On exigera de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron qu'ils aillent négocier auprès des commissaires européens plutôt que d'être très content de voir sur le prix de chaque carburant 60% rentrer dans les caisses de l'État, parce que 60% du prix du carburant, évidemment, correspond à des taxes. Vous, M. Valence, est-ce que vous estimez que ces mesures sont pérennes, les mesures prises, ou vous pensez que si vous arrivez à l'Assemblée nationale, il faudra s'investir d'autant plus dans le pouvoir d'achat ? Je crois d'abord qu'il faut faire des propositions réalistes pour le pouvoir d'achat, parce que tout le monde peut tenir le carnet de chèques des Français, parce qu'après tout, les taxes, c'est de l'argent en moins pour l'État, et donc c'est des services publics en moins, ou alors il faut expliquer comment ensuite on économise sur le budget de l'État. Mais par exemple, quand j'entends... Par exemple, alors vous voulez sans doute dire qu'il ne fallait pas soutenir les commerçants et pas soutenir les entreprises avec le chômage partiel. J'imagine, et en effet, sur ce soutien-là, le Rassemblement national était contre à l'Assemblée nationale, et les commerçants s'en souviennent. Donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que je prends l'exemple d'une mesure parfaitement démagogique. Quand on parle de renégociation des concessions autoroutières à ma droite, quand on parle de cela, il faut savoir de quoi on parle. En 2030, elles s'arrêteront seulement en 2030, ces concessions autoroutières. Et donc l'État s'est lié avec des compagnies françaises, d'ailleurs, qui gèrent ces concessions autoroutières. Et pour pouvoir en sortir avant 2030, il faudrait débourser des dizaines de milliards d'euros de pénalités, puisque l'État serait condamné vraisemblablement devant les tribunaux. Donc, je connais assez bien le sujet puisque je m'occupe des transports à la région. Donc venons sur le cœur de proposition. On est aujourd'hui dans une situation qui est double. D'une part, on a sur le marché du travail une forte croissance de la création de travail avec un chômage qui baisse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les entreprises, le sujet numéro 1 des entreprises, c'est le recrutement. Il y a 5 ou 6 ans, c'était le carnet de commandes. Et je crois que c'était plus inquiétant encore quand c'était le carnet de commandes que quand c'était le recrutement. C'est le signe donc que notre économie crée de l'emploi. Pour autant, on est aussi dans une situation où toutes les économies du monde, et singulièrement en Europe, redémarrent fort en même temps après la crise Covid. Et donc on a le conflit en Ukraine, on a donc une inflation comme on n'en a pas connue depuis des décennies. Et il faut le dire. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler d'inflation au niveau qu'on a en ce moment, c'était dans la génération de mes parents, quand ils ont fait leur prêt immobilier pour construire leur maison à Decelles il y a déjà pas mal d'années. Donc il faut compenser les effets de cette inflation. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place ? Sur le carburant, c'est vrai que le carburant a renchéri, je le vois moi aussi quand je fais le plein à la pompe, et quand on est en politique, on se déplace beaucoup. Il y a une mesure quand même qui a permis de contenir cela. On est les seuls en Europe à l'avoir mise en place. Ça reste trop élevé, mais on est les seuls en Europe à l'avoir mise en place. Sur les produits alimentaires, je pense qu'il faut compenser l'inflation, notamment pour les ménages les plus modestes.
Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, c'est une mesure qui, pour le coup, est de conjoncture, la création d'un chèque alimentaire dès cet été pour compenser la perte de pouvoir d'achat sur l'acquisition de produits comme l'huile, comme le beurre, comme la moutarde par exemple, avec uniquement un ciblage sur les ménages qui ont le plus de mal à terminer leur fin de mois. Dans les mesures structurelles, il n'est pas acceptable aujourd'hui en France qu'on ait cotisé toute sa vie quand on est retraité et qu'on gagne moins de 1100 € net par mois. C'est le cas de ma grand-mère qui n'habite pas très loin de l'endroit où nous enregistrons cette émission. Et donc, nous proposons, ça c'est une mesure structurelle, que pour ces retraités très modestes, on porte la retraite à 1100 € minimum quand la carrière a été complète. Nous proposons aussi l'indexation des retraites sur l'inflation dès le mois de juillet, avec une revalorisation dès le mois de juillet, ce qui n'est pas le cas normalement, on n'est pas dans cette périodicité. Et puis, on permet également, c'est une des propositions qui sera dans la grande loi qui sera votée si la majorité présidentielle obtient la majorité à l'Assemblée nationale, la revalorisation jusqu'à x3 de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui peut être versée par les entreprises. Beaucoup de salariés en ont bénéficié. Elle était plafonnée entre 1 000 et 2 000 €, donc pouvoir la porter jusqu'au triple de ce montant pour pouvoir compenser cet effet de l'inflation qui est conjoncturel. Je le répète, on va sans doute pendant toute cette émission, à ma droite, pleurer sur le lait renversé et passer son temps à commenter le verre à moitié vide. Moi, je crois que quand on est en politique, il ne faut pas parler tout le temps du verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein et essayer de remplir l'autre moitié. C'est vraiment une question de perspective et une question d'action plutôt que de commentaires, puisque je pense que quand on est candidat pour siéger dans l'opposition, on est candidat pour commenter et pas pour agir. Juste si je puis me permettre, heureusement qu'on a des élections législatives et une campagne législative. Parce que s'il n'y avait pas eu cette élection, je pense que le gouvernement serait resté à nouveau immobile sur le pouvoir d'achat comme il l'a fait depuis 6 mois. Il a fallu attendre 3 semaines avant le premier tour pour qu'il se décide enfin à sortir un chèque justement pour répondre à l'augmentation des prix du carburant. Ça faisait 6 mois qu'on alertait, ça faisait 6 mois qu'on en parlait. Le gouvernement, il n'a rien fait. Là aujourd'hui, on voit, ils vont piocher dans le panier des propositions de Marine Le Pen, notamment sur la réindexation des pensions de retraite, sur l'inflation, sur le fait de relever notamment le point d'indice aussi des fonctionnaires. Donc je suis très content qu'ils viennent sur nos propositions et qu'ils viennent s'inspirer un peu par des personnes qui travaillent et qui sont sur le terrain et qui savent justement quelles sont les préoccupations des Français. Mais bon sang, ceux qui nous regardent, ils savent très bien, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron il est au pouvoir. La réindexation des pensions sur les retraites, il l'a fait à une reprise, c'était après la crise des Gilets jaunes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tant que les Français ne sont pas dans la rue pour dire qu'il y a des problèmes, etc., ils font rien, ils sont comme ça, à se bander les yeux, ils ne font absolument rien. Donc heureusement qu'il y a cette campagne législative. Moi, ma seule crainte, c'est qu'évidemment, si Emmanuel Macron sort avec sa majorité, eh bien, c'est qu'il n'y aura personne finalement à l'Assemblée nationale pour rappeler justement quels sont les besoins et les nécessités pour les Français. C'est pour ça que j'invite évidemment les gens à aller voter massivement, pas seulement pour ma candidature, mais même ailleurs, parce que je suppose qu'il y en a d'autres qui regardent aussi cette émission et qui ne votent pas forcément dans la deuxième circonscription, mais à voter pour les députés du Rassemblement national, qu'on ait quand même quelqu'un qui puisse être l'avocat un peu du peuple français à l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas juste une caisse enregistreuse et si la majorité présidentielle a une majorité, ce sera... C'est malheureusement, c'est regrettable, mais c'est malheureusement l'image qu'on en a eue pendant ces 5 dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que l'élection législative suive aussitôt la présidentielle, ça donne quasiment une majorité à coup sûr au candidat qui a remporté l'élection présidentielle, donc à savoir Emmanuel Macron. Et c'est vrai que pendant 5 ans, il n'y a pas eu véritablement d'opposition, il n'y a pas eu véritablement de débat à l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, ça, on ne l'aura pas tant qu'on n'aura pas mis en place ce que nous proposons depuis des années, c'est la proportionnelle intégrale, pour faire en sorte que même si vous ne représentez que 3, 4, 5% de l'opinion et du corps électoral français, au moins vous pouvez avoir 3, 4, 5% de députés qui pourront vous représenter à l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'embête quand je vous entends tous les deux, c'est qu'on est vraiment dans une posture. Et je crois que... Une proposition quand même, Pierre-Jean. Oui, donc des propositions. Je veux dire, vous êtes dans une posture, et le gros problème, si aujourd'hui les gens se désintéressent de la politique, c'est qu'on est en train de faire un match Marine Le Pen, Emmanuel Macron, finalement dans une émission où on essaie de faire d'autres propositions. C'est toujours là le problème, c'est-à-dire que je ne pense pas que dans les 5 ans à venir, les débats, comme vous l'avez dit justement, en plus, voilà, l'Assemblée nationale n'a plus beaucoup de pouvoir en plus, donc, malheureusement. Et donc, quelle va être la plus-value du député local, et je parle bien d'un député local, je sens vous attaquer, hein, mais voilà, d'un député local tout simplement sur cette Assemblée. Parce que si c'est juste pour avoir
finalement un pion à Macron ou un pion à Marine Le Pen qui vont se batailler, et puis finalement ce sera toujours la majorité qui va l'emporter, moi ça me cause un problème. C'est là tout mon combat. Je pense qu'à un moment donné, il y a d'autres voix à écouter, il n'y a pas que les propositions, parce que le problème il est là aussi, c'est quand on appartient, et je tiens à le répéter, c'est-à-dire que moi je suis soutenu par des partis, mais je ne suis pas là pour un parti. Tout simplement parce que il faut donner une certaine visibilité aux gens, il faut savoir à peu près de quel bord tu te positionnes. Mais moi aujourd'hui, je pense qu'à l'image d'un député des Vosges qui fait très bien son travail et qui aujourd'hui n'a pas d'étiquette, entre parenthèses, franche, mais qui travaille parce qu'une proposition, moi si je suis élu demain, je suis capable de voter une proposition de M. Macron. Si elle est bonne pour le citoyen, si elle est bonne, moi je ne vais pas avoir un parti qui me dit non, ça on ne vote pas parce que c'est Macron qui l'a proposé, comme je peux avoir, faire la même chose pour Marine Le Pen. Sauf que la réalité des votes d'opposition, c'est tout le contraire. Il n'y a quasiment pas une loi proposée par le gouvernement qui a été votée par le Rassemblement national au cours des 5 années précédentes. Quasiment pas une loi. Quand ça va dans le bon sens, on vote. Cette idée que les élus d'opposition seraient plus libres que ceux de la majorité, c'est contredit par toute l'histoire politique de la France. Non, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que justement, les gens veulent mettre un frein à cela. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, et certains députés, alors non inscrits la plupart du temps, c'est justement parce qu'ils sont non inscrits qu'ils peuvent le faire. Et je pense à la force des députés non inscrits. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y en a marre, moi j'en ai marre, je vous l'ai expliqué, moi je ne suis pas un homme politique, et j'en ai marre qu'une proposition qui est bonne pour le citoyen, qui est bonne pour la ruralité, parce que moi mon combat c'est la ruralité, c'est l'inégalité entre les territoires et les grandes métropoles. C'est tout mon combat, c'est ça. Et moi quand je vois qu'une proposition est bonne et qu'on la refuse tout simplement, effectivement, M. Valence a raison, parce que elle est proposée par la majorité ou par une autre opposition, peu importe, ça peut être une autre opposition. Je trouve ça complètement débile, je vous le dis clairement. Voilà. Oui, donc à un moment donné, il faut combattre. Moi, c'est tout mon combat. Juste pour préciser, nous, il a déjà été dit très clairement que même si on fera évidemment un certain nombre d'amendements pour améliorer le projet de loi prévu a priori après les élections législatives de soutien au pouvoir d'achat, tout ce qui ira dans le sens d'encourager le pouvoir d'achat, de soutenir le pouvoir d'achat, évidemment qu'on le votera. Donc on n'est pas non plus sur une position d'opposition stérile qui consiste à regarder que son programme et à ne voter que ce que l'on veut. C'est juste que malheureusement, il y a parfois un certain nombre de projets de loi qui ont été d'ailleurs présentés par le gouvernement, je pense notamment sur la sécurité et sur la lutte contre l'islamisme, qui en fait ont un très joli nom, une très jolie étiquette, on vous dit projet de loi de lutte contre le séparatisme, sauf que derrière ça tape complètement à côté. Donc derrière la communication gouvernementale, malheureusement, il y a des choses qui ne permettent pas de poursuivre l'objectif et de remplir l'objectif qui est pourtant affiché de prime abord. Donc c'est aussi le rôle de l'opposition d'en alerter, d'en être la vigie. On n'a pas tous envie d'être la caisse d'enregistrement d'Emmanuel Macron, c'est comme ça. Oui, moi je ne découvre pas le Rassemblement national, puisque je siège à la région et donc il y a des élus du Rassemblement national qui sont présents à la région. Moi ce que je constate, c'est que quelles que soient les propositions, elles sont systématiquement rejetées par un esprit d'opposition systématique. Avec certains collègues, on peut échanger. Moi, je suis un homme de rassemblement, je l'ai déjà dit. Dans ma ville à Saint-Dié, je suis le maire de tous les citoyens. Et quand je m'adresse à des citoyens, je ne leur demande pas d'abord d'où ils viennent et ce qu'ils ont voté à une élection présidentielle. C'est normal de travailler comme ça. Mais après, je suis obligé de constater que quand on élit des représentants de ce parti politique qui est présent ici, la réalité, c'est qu'ils votent systématiquement contre. Et ils l'ont fait à l'Assemblée nationale sur tous les projets de loi qui ont été proposés par le gouvernement au cours des 5 années précédentes. Donc, si on élit concrètement... Est-ce qu'ils ne sont pas utiles, ils ne sont pas efficaces? J'espère ailleurs en France, dans le Pas-de-Calais ou dans d'autres départements, quand on élit un député du Rassemblement national, ce qu'il va faire pendant 5 ans, c'est voter contre systématiquement. Il n'aura aucune capacité à modifier le texte, la loi, ni au moment de son élaboration, ni au moment de sa discussion, ni au moment de son vote contre, puisque le principe du Rassemblement national, c'est d'expliquer que tout ce qui est fait est mauvais, et que donc la seule solution, c'est de les mettre au pouvoir. Donc c'est le contraire complet de ce qui vient d'être expliqué à l'instant. C'est de l'opposition systématique, c'est le commentaire sur le verre à moitié vide, et ce n'est pas les gens qui essayent de remplir le verre à moitié vide. C'est exactement pour cette raison que les électeurs nous ont portés en tête aux 2 premiers tours, parce qu'il y a un vote d'adhésion pour les projets, pour les propositions qui sont les nôtres. Et puisque vous parliez de la région, il y a une petite manif. Excusez-moi de vous rappeler que vous avez perdu l'élection présidentielle. Oui, non, mais bien sûr, mais si seulement la France avait pu voter comme toutes les Vosges, on s'en porterait mieux, je suis d'accord avec vous. Et assez largement. Juste pour vous répondre quand même, vous faisiez le reproche de l'opposition stérile et systématique. Moi, je tiendrais quand même à préciser, à vous rappeler que notamment à la région, il y
y a un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par le Rassemblement national, que vous avez dans un premier temps rejetés, mais ils étaient tellement bons que vous avez reproposé exactement la même chose dans la seconde qui a suivi, parce que vous n'aviez pas eu l'idée. Donc gardez un peu vos commentaires et vos critiques, vous pouvez vous les retourner à vous-même. C'est pas grave, hein, c'est la vie démocratique, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Si vous étiez élu dans la région, vous sauriez que ce que vous dites n'est pas exact, mais vous êtes élu en Ile-de-France. Je peux fournir la liste des amendements. Je vous si pardonne si vous découvrez le travail qui se fait en Grand Est. Tout le monde a le droit d'apprendre. Tout le monde a le droit d'apprendre. Tout le monde a le droit d'apprendre, mais il se trouve que, en l'occurrence, le Rassemblement national, c'est le parti de l'opposition systématique. Moi, je passe pas mon temps à parler des autres. Depuis le début, on a entendu des candidats qui ont passé leur temps à dire contre ce quoi ils étaient. Ils n'ont pas tellement expliqué ce pourquoi ils étaient. Bon, moi, je suis candidat pour un certain nombre de choses. Je suis quand même obligé, quand j'entends des contre-vérités sur la vision des institutions, simplement de les préciser. Même si, encore une fois, moi je m'adresse à tous les citoyens avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis 8 ans et que j'ai envie de continuer à servir autrement. Je pourrais vous écouter parler longtemps, mais moi j'ai pas l'heure. Oui, justement, j'allais vous couper pour vous dire que les 10 premières minutes sont passées. Bon, c'est vrai qu'on pourra en dire encore beaucoup plus, mais on va parler d'un autre thème qui surtout intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui, c'est l'écologie. Et on va parler également de ruralité. C'est parti. Alors à propos de l'écologie et de la ruralité, on a voulu faire un thème qui concilie les deux parce que pour moi écologie rime toujours avec ruralité, d'autant plus ici. Et moi j'aimerais d'abord vous faire réagir sur l'actualité récente et la nomination d'Elisabeth Borne qui devait respecter le virage écologique voulu par Emmanuel Macron. Et moi, j'aimerais déjà avoir votre avis à vous, Monsieur Robineau. Elisabeth Borne qui approuve la fermeture de Fessenheim et qui serait pour une augmentation du nombre d'éoliennes en France. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça ne m'inspire pas, ça me révolte. Tout simplement, il faut arrêter de se moquer des gens. Alors, quand vous dites que la ruralité, c'est aussi l'écologie, oui, mais la ruralité, c'est naturellement l'écologie. Vous savez, l'écologie est née dans les grandes villes parce qu'il y a un manque d'espace vert, effectivement. Chez nous, l'écologie, chaque Vosgien, aujourd'hui, fait l'écologie dès le matin. On n'a pas de gros pollueurs. Les gros pollueurs, aujourd'hui, sont des entreprises qui viennent chercher un petit peu de monnaie dans les Vosges. On nous installa des éoliennes. Il y avait quand même 18 éoliennes qui ont été inaugurées en grande pompe à Ville-sur-Yon. Je ne sais pas si vous avez vu le paysage, comme il est défiguré. Je suis encore passé hier, en revenant d'Ifol-le-Grand. J'ai trouvé ça mais lamentable. Aujourd'hui, on a 14 projets d'éoliens dans les Vosges. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, on vient dans les Vosges, on parlait d'écologie, on nous y met des éoliennes. Effectivement, c'est super. Hein, la vallée du Valtin, par exemple, imaginez 2-3 éoliennes sur le dessus. Est-ce qu'on aura encore du tourisme? Parce que tout est lié. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi les Vosges se sont désindustrialisées pendant des années? C'est vrai, sous l'impulsion notamment de M. Poncelet, qui a fait un travail formidable pour les Vosges, on a basculé vers des Vosges touristiques. Mais les Vosges touristiques ne peuvent l'être que si on ne défigure pas le paysage, parce qu'on n'a pas grand-chose. Vous savez très bien qu'on n'a pas trop de neige dans l'hiver, donc on ne peut pas tout miser sur les stations de ski, on ne peut pas tout miser... la seule chose, c'est notre paysage. On a un paysage fabuleux, les gens viennent de tous les territoires pour voir les Vosges. Moi, je trouve que c'est le plus beau département du monde. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie, je n'ai pas trouvé un si beau département, avec autant de différences, d'ailleurs, entre la montagne, la plaine de Neufchâteau. Enfin voilà, on a un département formidable. Mais les gens viennent ici pour se ressourcer. À partir du moment où on va nous y mettre des éoliennes partout, parce que c'est le but, vous avez vu comment le paysage est défiguré, on n'aura plus cette seule ressource, parce que déjà on n'a plus de ressources. Mais alors en plus, si on enlève le tourisme, il ne restera pas grand-chose. Et sincèrement, moi je ne crois pas que les gens qui viennent sur les Parisiens, que ce soit des Lillois, des Luxembourgeois, viennent dans les Vosges pour regarder les éoliennes. Alors épargnez-nous ces grosses entreprises finalement qui n'apportent rien, tout simplement, sauf à venir chercher un petit peu de monnaie. Et puis laisser les Vosges tranquilles. Je dirais, les Vosges sont écologistes par nature. Voilà, il y a un Vosgien, il est écolo. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Donc vous serez plutôt partisan de la politique d'Éric Zemmour qui voudrait réouvrir des centrales nucléaires ou en créer des nouvelles? Ah non, c'est très clair. Et là, je rejoins pour le coup M. Dessaussay. Aujourd'hui, on était les meilleurs au monde. On était les meilleurs au monde dans le domaine de l'industrie nucléaire. Et malheureusement, merci, c'est
temps en temps. Non, mais on était le meilleur dans l'industrie nucléaire. On a perdu effectivement cette avance par des lobbies qui nous ont dit effectivement il faut arrêter le nucléaire c'est dangereux. Alors à un moment donné il y a toujours une part de danger, mais la part de danger elle est un peu dans tout. Vous savez, on a fermé Fessenheim, j'étais avec un monsieur qui travaillait à Fessenheim l'autre jour, il m'a dit, tu sais, quand ils ont fermé Fessenheim, il n'y avait aucune raison de le faire. Aucune raison, si c'était des raisons électorales. Macron n'avait aucune raison de le faire. C'est une entreprise, c'est une usine qui était vraiment systématiquement rénovée. Tout était neuf. Ça avait été. Alors je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a changé à l'intérieur. Mais à un moment donné, ça nous permettait d'avoir une énergie la moins chère du marché. On nous incite aujourd'hui à avoir des véhicules électriques. On nous incite à consommer. Regardez, j'ai écouté ce matin, la SNCF, le prix des billets va exploser à cause du prix de l'électricité. Mais la mobilité chez nous, c'est hyper important. Je vous le répète encore, dans les Vosges, si tu veux faire quelque chose, c'est la mobilité. Il faut que tu puisses bouger tout de suite. Mais pas en train, on n'a pas les infrastructures qu'ont les grandes métropoles. Donc nous, il nous faut notre véhicule. Effectivement, ça sera peut-être un véhicule électrique, tant mieux. Mais à un moment donné, comment on produit cette électricité si on ferme nos centrales nucléaires? Et moi, je trouve ça complètement aberrant. Quand on a quelque chose qui ne coûte pas cher, qui permet aux citoyens et qui est sécurisé, qui est complètement sécurisé, et puis en plus il y a de nouvelles, pour elle ça serait tout un autre sujet, mais il y a d'autres types de centrales aujourd'hui qui peuvent être développées, notamment les centrales au thorium, des choses comme ça, et qui sont prises d'ailleurs. Vous savez qu'on avait, pour les centrales au thorium, on avait des plus grands spécialistes du monde en France, qui n'ont pas été aidés, qui n'ont pas été soutenus par les différents gouvernements passés. Et ces gens-là aujourd'hui travaillent pour des gens comme M. Poutine, travaillent pour des gens à l'extérieur de l'Europe même. Donc c'est complètement idiot. Quand on a une bonne idée en France, on la laisse s'échapper. Et ça, c'est complètement dingue. Je vous vois acquiescer, monsieur Dussaucier, j'imagine que vous partagez la même opinion. Ah bah, oui, puis pour le coup, Pierre-Jean l'a reconnu. C'est vrai qu'on partage là-dessus un accord sur le principe de donner la priorité, d'investir davantage dans l'énergie nucléaire, qui, je le rappelle, est quand même l'énergie qui émet le moins de CO2 sur toutes les énergies, dont la production émet le moins de CO2, qui est pas cher, qui est nationale, qui a donc aussi une plus-value d'un point de vue social et en termes d'emploi, qui a une plus-value en termes de recherche, d'innovation, et de stratégie de recherche et développement. Donc il y a quand même, c'est un des points forts qu'on doit d'ailleurs à la politique du général de Gaulle et au pari qui a été celui du général de Gaulle. Et c'est grâce à ça qu'on a justement notre indépendance sur le plan énergétique. C'est vrai qu'en matière énergétique, puisque ça a évidemment un rapport avec l'écologie, je trouve, pour le coup, désolé, je vais revenir sur la critique, ça ne va pas perdre mon voisin de droite, mais il est vrai que pour le coup, Emmanuel Macron a un peu trop abusé du en même temps. C'est vrai qu'il a commencé un début de quinquennat en disant vive l'écologie verte, vive l'énergie verte à travers l'éolienne, les énergies intermittentes, etc. Nonobstant en plus le fait qu'elles sont produites à l'étranger, qu'on ne sait pas les recycler, que ça bousille la biodiversité. Bon, ça va, et sans parler évidemment de la question du patrimoine naturel et de tout ce que ça provoque en termes de désorganisation du paysage et de détérioration du paysage. Mais c'est vrai qu'il a commencé son quinquennat un peu sur cette ligne-là, un peu par pression, je pense, d'un certain nombre d'écologistes. Il était lui aussi le ministre qui a fait fermer Fessenheim à la fin du mandat de François Hollande, pareil, sous pression des écologistes présents au gouvernement. Et il finit finalement son quinquennat. Alors on ne sait pas, est-ce que c'est de la com? Est-ce que ce sont des convictions? Est-ce qu'il a changé d'avis? Peut-être qu'il a changé d'avis. Mais il finit en disant, en prenant un tournage quasiment pro-nucléaire, et encore pas tout à fait, puisqu'il défend encore les éoliennes offshore, donc les éoliennes en mer. C'est ça en même temps. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Et en fait, c'est vrai que pour moi, je trouve qu'il y a quand même un problème parce que la question énergétique est tellement primordiale, et on le voit d'ailleurs avec la crise européenne autour de la guerre en Ukraine. C'est tellement important d'être indépendant en termes d'énergie. C'est tellement important de savoir où l'on va parce que ce sont des investissements qui mettent du temps. Vous investissez, ça vous rapporte dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc en fait, il ne faut pas comme ça être un peu en mode girouette en fonction des tendances électorales, en fonction de la pression de tel ou tel lobby. Nous, pour le coup, on a toujours été très clair sur le sujet. On veut investir massivement dans l'énergie nucléaire. On demande aussi un moratoire sur les éoliennes, c'est-à-dire qu'on ne veut plus la construction et la mise en place d'une seule éolienne en France. Et puis, pourquoi pas aussi commencer à subventionner par le biais de l'État le démantèlement des éoliennes qui arriverait en fin de parcours. La durée de vie d'une éolienne, c'est à peu près 20 ans. Parce qu'en général, lorsqu'une commune, c'est d'ailleurs un peu le fiasco, mais lorsqu'une commune signe un contrat, on lui dit « vous inquiétez pas, vous allez toucher des indemnités, vous allez recevoir des subventions, vous allez pouvoir vous faire un peu d'argent dessus ». Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent, le recyclage, le démantèlement et le recyclage est à la charge
de la municipalité. Et là, alors qu'on leur dit, vous inquiétez pas, ça coûtera 40-50 000 euros, parfois, la facture, elle est multipliée par 10. Donc c'est important que l'État puisse venir justement en aide aux municipalités qui, à la fin de vie et de parcours d'une éolienne, eh bien, souhaiteraient la démanteler, qu'elle puisse faire en sorte qu'il n'ait pas, pour cela, l'obligation finalement d'augmenter des impôts locaux pour réussir finalement à garder les comptes à l'équilibre. Maintenant, juste sur la question écologique, pardon, je me permets, mais désolé, pardon, parce que j'ai fait une parenthèse, que ça me tient un peu à cœur aussi, les questions énergétiques, mais sur la question de l'écologie, parce qu'on sait que c'est quand même un thème qui est très fort, notamment chez les jeunes, et qui est porté, il y a vraiment une considération, il y a une cause quasiment qui a émergé autour de la question écologique. Je pense qu'on peut faire tous les reproches que l'on veut, on peut essayer de faire tous les plans sur la comète que l'on veut, tant qu'on ne changera pas notre modèle économique et tant qu'on ne mettra pas en place des relocalisations, des réindustrialisations qui permettent de produire, de consommer et de recycler au niveau local au plus près, eh bien tout le reste, ce sera quasiment du vent. La France, ça fait déjà partie du top 10 des pays qui polluent le moins. Ce n'est pas le problème des automobilistes, ce n'est pas le problème des motards, ce n'est pas le problème des chauffeurs routiers, etc. Le problème, c'est le modèle économique qui pollue parce qu'on fait fabriquer évidemment à des pauvres à l'autre bout du monde pour revendre ensuite ici à des chômeurs. Donc il faut d'abord changer ce modèle économique-là pour qu'on puisse avoir un comportement écologiquement beaucoup plus viable. Donc l'écologie, c'est localisme. Bien sûr, c'est une thèse et une idée qu'on défend depuis longtemps, c'est de pouvoir relocaliser au maximum les centres de production, relocaliser au maximum l'activité. C'est tout bénéf, c'est bénéf écologiquement, c'est bénéf socialement. Il faut juste avoir la motivation pour faire ça. Et c'est vrai que M. Valence parlait tout à l'heure, mentionnait le plan de relance d'Emmanuel Macron. Sur les 40 milliards du plan de relance, malheureusement, il n'y avait qu'1 milliard d'euros pour la réindustrialisation et la relocalisation. Je pense qu'il aurait fallu que ça soit son intégralité, ou au moins la moitié, qui soit dans cette direction. Ça aurait été un signal fort qui aurait été envoyé aux entreprises. À ce propos, Monsieur Valence, je vais vous laisser réagir. Est-ce que alors la politique de la Macronie, c'est girouette électoraliste ou c'est juste une attitude d'évolution raisonnée? Écoutez, moi je suis assez surpris quand j'entends parler de la problématique écologique en parlant d'éoliennes pour parler de notre circonscription, puisqu'il n'y en a que très peu, il n'y a pas de projet de développement d'éoliennes dans notre circonscription. Non. Et puis quand j'entends parler de, il y a un petit projet à Mortagne, mais qui est très loin d'aboutir. Non, mais je veux dire, aujourd'hui tous les exemples qui ont été cités de développement de parcs éoliens ne sont pas dans la circonscription. Et on a parlé du nucléaire pendant une part très longue du débat. Il n'y a pas de centrale dans notre territoire, même si on va y revenir. Donc moi, je voudrais parler de l'écologie du quotidien. Qu'est-ce qui fait concrètement, qu'est-ce que c'est l'écologie? D'abord, c'est lutter contre l'émission des gaz à effet de serre, puisque le réchauffement climatique, il vient de l'émission de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre aujourd'hui dans notre vie? Et comment est-ce qu'on peut limiter cela? Parce que j'entends bien dire que la France émet moins de gaz à effet de serre que les autres, mais on est des citoyens responsables, on est un pays responsable, et donc chacun peut prendre sa part de cette transition. Eh bien, limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord agir pour mieux isoler nos logements. C'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a des programmes Habiter mieux ou MaPrimeRénov' qui fonctionnent bien, qui vont être très dynamisés par les obligations qui vont entrer en vigueur l'année prochaine de ne plus louer des biens qui sont classés en F ou en G. Je crois qu'il faut systématiser la démarche qui consiste à avoir un lieu unique pour orienter les citoyens dans chaque territoire, pour les aider à mieux isoler leur logement. C'est ce qu'on appelle le principe du guichet unique. Et mieux renseigner ces guichets uniques de la rénovation énergétique, mieux accompagner aussi l'isolation des logements, y compris dans le centre de nos communes rurales. Il y a des choses très fortes qui existent aujourd'hui, par exemple à Saint-Dié-des-Vosges, ou qui vont exister à Raon-l'Étape, à Fresnes-Main-Fin et à Bruyères, parce qu'elles bénéficient de dispositifs spécifiques. Il faut étendre ces politiques qui accompagnent la rénovation énergétique, y compris pour les propriétaires bailleurs, dans le centre de nos communes rurales et de nos petites communes. La deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, en proportion, c'est le transport. Et à cet égard, moi je défends, et ce n'est pas une problématique éloignée de notre circonscription, je défends le fait qu'on puisse investir massivement dans le développement du fret ferroviaire et du fret fluvial. Le fret ferroviaire, ça concerne notre circonscription. Quand on voit que des entreprises aujourd'hui qui sont situées le long de l'axe ferroviaire Épinal-Saint-Dié-des-Vosges sont des entreprises qui vont se développer fortement et qui vont donc mécaniquement faire rouler plus de camions pour les faire rentrer dans le centre des villages comme l'Épanche-sur-Vologne ou comme Laval-sur-Vologne. Eh bien, on doit s'interroger et on doit pouvoir investir pour pouvoir relancer le fret ferroviaire pour éviter ces centaines, ces milliers de camions
qui vont arriver sur nos routes pour de bonnes raisons, puisque l'économie repart, y compris dans nos vallées, dans des vallées qui ont beaucoup perdu. Mais on doit pouvoir développer le ferroviaire massivement, et le fret ferroviaire en particulier, pour décarboner les transports. Aujourd'hui, on est à 9% des marchandises qui circulent en France qui sont transportées par le train. On doit pouvoir passer à 20% d'ici à 2030. Et puis, l'écologie, c'est aussi en effet l'énergie, mais ça n'est pas que l'énergie. Alors, à cet égard, il y a eu des annonces très fortes, effectivement, qui ont été faites sur le nucléaire, sur les investissements dans les décennies qui viennent pour massifier la possibilité de développer l'énergie nucléaire. Mais ça n'empêche qu'on devra quand même s'interroger sur la manière dont on continue à financer la recherche sur la gestion et le traitement des déchets nucléaires, qui est en fait le problème principal. Et ça n'est pas contradictoire, le développement du nucléaire, avec le développement des énergies renouvelables. Mais arrêtons de focaliser le débat sur l'éolien, parce que le potentiel de développement en déodacie des énergies renouvelables, et c'est quand même très positif pour un territoire, d'être un territoire qui crée plus d'énergie qu'il n'en consomme, eh bien ce potentiel, il se situe sur le solaire. D'ailleurs, beaucoup de particuliers, beaucoup d'agriculteurs aussi, l'ont bien compris, puisque beaucoup de particuliers et beaucoup d'agriculteurs ont imposé des panneaux solaires, soit sur leurs bâtiments agricoles, soit sur leurs maisons. Or, on a un potentiel énorme. Regardez les parkings de supermarchés. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de développer des ombrières, comme c'est fait en Espagne, comme c'est fait en Italie massivement, et en Allemagne aussi, avec un climat plus proche du nôtre. Qu'est-ce qui nous empêche de développer des ombrières sur les parkings de supermarchés? On ne pourra pas dire que ça détruit de la biodiversité, parce qu'un parking de supermarché, à part la biodiversité humaine, c'est quand même assez limité en termes de biodiversité, et ça permettrait de rendre ces espaces utiles pour la création d'énergie propre. Et puis, l'écologie, c'est aussi la protection du vivant. Et donc, on doit pouvoir concrètement entendre et être sûr de voter pour un député qui, demain, essaiera de lutter contre l'étalement urbain, parce que c'est quand même un sujet. Quand on consomme des terres agricoles, eh bien, on nuit au localisme. Quand on consomme des terres agricoles, ben, on consomme de la biodiversité. Et on est encore dans un département, dans les Vosges, où on consomme des terrains plus vite que la population n'évolue. Elle est plutôt à la baisse dans notre département. Donc il faut avoir une politique qui soit raisonnée à cet égard et mieux protéger le vivant dans les espaces naturels protégés. Il y en a plusieurs, il y a notamment des réserves naturelles et des zones Natura 2000 dans notre territoire. On doit pouvoir protéger le vivant là où il est, en accord avec les activités économiques et humaines, mais aussi parfois en faisant preuve de courage. Moi, je suis président d'une intercommunalité dans laquelle on a lancé un plan local d'urbanisme à l'échelle des 77 communes de l'agglomération, en disant arrêtons de raconter que notre population va augmenter dans les années qui viennent, visons la stabilité et essayons de préserver la biodiversité aussi et les zones naturelles, plus qu'avant où la solution toujours c'était d'abandonner un bâtiment puis d'en construire un nouveau en mettant de l'enrobé qui limite l'absorption de l'eau par les sols. Donc je crois que voilà, c'est sur les trois dimensions qu'il faut agir. Bien sûr, il y a la dimension énergétique qui a été développée exclusivement par les autres personnes qui sont interrogées et qui sont à ma droite, mais ça n'est qu'une dimension. Et encore une fois, c'est surtout sur le solaire qu'on peut développer la production d'énergie propre. Il faut bien sûr investir sur le nucléaire, mais d'abord, l'écologie concrète, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre par des investissements sur les logements, par des investissements sur les transports, et puis c'est aussi mieux protéger le vivant, y compris ici dans les Vosges. On va passer dans quelques instants au troisième thème, juste pour faire un bilan sur vos chronomètres, on peut le dire. Monsieur Valence, vous avez 5 minutes d'avance par rapport aux deux autres candidats présents ici. Donc on va dès à présent passer au dernier thème de ce débat, c'est la jeunesse justement et la culture. Continuez à réagir et à poser vos questions surtout parce que ça réagit énormément, ça commente énormément, mais posez vos questions parce que dans quelques instants je vais poser vos questions à nos candidats. Exactement. Et à propos de la jeunesse, moi, j'aimerais bien reprendre ce que M. Valence a dit en introduction. Vous avez été amené, vous, à faire vos études à Paris. Et beaucoup d'entre nous, quand on est jeune, on est obligé de partir vers les grands centres urbains pour faire nos études. Et comment on répond à ça? Comment on fait pour que nos jeunes reviennent sur notre territoire? Comment on rend ce territoire attractif pour garder nos jeunes et qui ne s'éloignent pas vers les grands centres urbains et à la recherche d'emplois plus loin que dans nos circonscriptions? Je vous laisse la parole. Toujours. Un peu de retard par rapport à M. Valence.
Non, mais, alors, il y a une question très intéressante, puisque, effectivement, au niveau des infrastructures scolaires, on n'a pas toujours ce qu'il faut dans le département et on est obligé de partir. Mais qu'est-ce qui fait revenir les jeunes? C'est la qualité de vie, tout simplement. On a une qualité de vie formidable dans les Vosges. Mais cette qualité de vie, c'est quoi? Effectivement, puisqu'on est en rapport avec la culture, c'est le sport surtout. Et moi, je pense à un truc, parce qu'il ne faut pas avoir. Il faut pas avoir des discours, il faut aussi avoir des actes. Vous me parliez de GEF tout à l'heure. On permet à une entreprise de se développer à Champ-le-Duc. Et pour cela, on sacrifie. Je suis un motard. Hein. Je suis un motard et je l'ai un peu en travers la gorge. On sacrifie un terrain de motocross qui avait, je dirais, un rayonnement international. Des pratiquants, pour la plupart vosgiens, qui venaient faire cette course, vosgiens et nationaux, mais surtout vosgiens, autour de Bruyères. On avait un superbe terrain de motocross et on a sacrifié. Alors, ce qu'il faut, en fait, c'est accompagner. Bien sûr, il faut faire développer l'industrie, on a besoin de travail, mais pour le peu d'emplois qui vont être créés, entre parenthèses, pourquoi sacrifier un terrain, un club, des bénévoles? C'est des dizaines de bénévoles, c'est un club qui a une pleine santé financière, ça se passait très très bien pour eux. Ils ont fait le championnat d'Europe il y a quelques semaines. On le sacrifie, 40 ans de travail local, à dégoûter les jeunes, effectivement, puisque je les côtoie, hein, ces jeunes-là. Alors je parle que d'un sport, mais c'est un peu comme ça un peu partout, à dégoûter les jeunes en disant... ben voilà, on a fait un travail depuis 40 ans. C'est d'ailleurs le motoclub de Saint-Dié. Il faut savoir qu'à Bruyères, c'est le motoclub de Saint-Dié. Champ-le-Duc, pas Bruyères. Oui, Champ-le-Duc. Je connais très bien. Oui, moi aussi, je connais. Je suis allé plusieurs fois. Oui. C'est mon sport. Vous n'étiez pas né que je faisais déjà du motocross là-bas. Ça, je peux vous l'assurer. C'est vrai que c'est un retard que j'aurais du mal à rattraper. Ah, vous ne pourrez pas faire. Mais je vous invite à venir faire un peu de moto avec moi le dimanche. Non, alors ce qui est triste, voilà, c'est qu'on n'ait pas trouvé... Avant de prendre cette décision politique, déjà qu'on n'en parle pas au club, qui s'est retrouvé finalement du jour au lendemain dépossédé de son circuit, alors même si on a un tout petit peu d'arrangement pour faire encore une épreuve ou deux, et sans lui proposer une alternative. En fait, c'est ça, c'est l'attraction du territoire, c'est quoi? C'est le sport, mais pas le sport uniquement, je dirais, dans les grandes agglomérations, dans les villes, avec un beau stade, effectivement, mais des millions. Mais il y a plein de petits clubs dans les villages qui essaient de faire quelque chose, qui se donnent, on a des bénévoles partout, et c'est franchement les accompagner, tout simplement pour avoir une qualité de vie pour les enfants qui veulent revenir dans les villages, y habiter, effectivement. Alors, et puis je pense qu'il y a aussi une attraction, à un moment donné, fiscale. Il faut faire une attraction fiscale. Vous savez, j'ai sauvé l'école de Padoue il y a 30 ans, 40 ans peut-être, non, il y a 30 ans, j'ai des bêtises, il y a 30 ans. J'ai sauvé l'école de Padoue tout simplement parce qu'elle devait être fermée. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, le cœur du village, c'est l'école. C'est l'école et les infrastructures, bien sûr, qui vont autour de l'école. Parce que vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez payer des médecins comme certains le proposent. Vous pouvez, mais les gens, s'ils n'ont pas une solution pour la scolarité de leurs enfants, les jeunes ne viendront pas dans le village et ne réinvestiront pas dans le village, même s'ils en sont issus. À un moment donné, ces jeunes-là, ils ont besoin d'une école pour leurs enfants, de loisirs, parce que, bien sûr, le travail est important, mais il n'y a pas que le travail non plus. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va autour et tout ce qui est qualité de vie. Et moi, cette qualité de vie, j'y tiens, mais vraiment plus profondément que n'importe quoi. Moi, je dis donc... Eh ben justement, hein, il faut sauver les clubs sportifs, les foyers ruraux, toutes ces choses-là, plus l'école. Vous savez, donc je vous disais, on a sauvé l'école comment? On ne l'a pas sauvée en faisant des manifestations devant l'école. C'est que tout simplement, à l'époque, le maire de mon village, on en parle, et puis il me dit, tu sais, ça m'embête. J'ai donné une idée tout simplement. Je dis, tu sais, aujourd'hui, moi je suis un commerçant. Je vois le côté commercial plutôt qu'autre chose. Et je lui dis, tu sais, aujourd'hui, si tu veux que des jeunes reviennent, il n'y a que l'argent qui pourrait les intéresser. Donc à l'époque, j'étais visionnaire avant Macron, puisque j'avais proposé de supprimer pendant 5 ans la taxe d'habitation. J'ai dit, tu sais, tu supprimes pendant 5 ans la taxe d'habitation, il y a des jeunes qui vont un petit avantage fiscal, et puis ils viendront dans le village, et ils pourront racheter, construire, rénover. Et à ce moment-là, alors on n'a pas pu le faire, parce que la loi ne le permettait pas, et on fait une prime.
Il a fait une prime, il a dit écoutez, je vais faire une prime du même montant aux habitants ayant des enfants. Et on a sauvé l'école. Et aujourd'hui, on a une école qui est flambant neuve, puisqu'en plus on l'a refait. La population a augmenté dans le village. On a augmenté de je sais plus, 50, 70 personnes, même je crois maintenant. Donc aujourd'hui, on n'a plus de problème de scolarité. On a des clubs qui fonctionnent parfaitement, un club de foot, un foyer rural, vraiment quelque chose d'attractif pour la vie au quotidien. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi habiter dans nos villages. Effectivement, on ne peut pas faire les mêmes carrières. Et puis encore une chose qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une possibilité. Je ne sais pas si vous savez que le futur Walt Disney est en partie créé près de Gérardmer. Voilà, c'est parce que c'est un monsieur qui travaille avec le télétravail, on peut vraiment travailler. Et le prochain Walt Disney, je les ai vus, moi j'ai déjà vu les petits Gugus, sont fabriqués à Gérardmer. Voilà. Et donc on peut faire ça, on peut travailler. Alors c'est sûr, quand vous voulez travailler dans une multinationale comme Coca-Cola, c'est pas facile dans les vols. Mais on a autre chose à offrir, et je crois qu'il faut mettre en avant ce qu'on a à offrir, tout le temps. Vous partagez ce constat, M. Dussosset, plus d'infrastructures, des clubs de loisirs et une attractivité, des avantages fiscaux pour ramener nos jeunes. C'est vrai que tout repose sur la question de l'attractivité des territoires. C'est vrai que le cadre de vie, ici, on l'a. Vous l'avez rappelé, moi, je n'étais pas du coin jusqu'à il y a quelques semaines. Et je peux vous assurer que quand vous arrivez ici, vous avez une bouffée d'oxygène quand même, comparé à d'autres communes dans lesquelles j'ai pu aller par mon parcours. Je suis jeune, donc forcément, je bouge pas mal. Mais donc le cadre de vie, on l'a. Maintenant, c'est plus la question de l'attractivité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'emploi, parfois ça ne suffit pas. Une fois que vous avez l'emploi, en effet, vous cherchez le médecin pour la famille, vous cherchez les places dans l'école, vous cherchez les places de crèche, vous cherchez les loisirs, etc. pour finalement juste ne pas vous réveiller tous les matins, mettre les enfants à l'école et ensuite partir au boulot, revenir et ne rien faire d'autre. Et ça, malheureusement, c'est le quotidien d'un grand nombre de nos compatriotes. Donc c'est vrai que la question de l'attractivité est évidemment très importante. On n'a pas, malheureusement, on a beaucoup parlé, c'est normal, la question du pouvoir d'achat, parce que c'est l'une des premières préoccupations des Français. Mais dans la présentation de votre sujet, il y avait évidemment la question de l'accès à la santé et de l'accès aux soins. On sait que dans les Vosges, il y a à peu près 19 communes qui sont qualifiées aujourd'hui comme des déserts médicaux. Et notamment, il y en a aussi dans la deuxième circonscription, je pense à Vexincourt, je pense à Mortagne, dans lesquelles vous n'avez pas accès à une pharmacie avant 15 minutes de bagnole ou pas accès à un médecin ou à des urgences avant une demi-heure de bagnole. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est le genre d'éléments, c'est le genre de critères quand on est une famille, quand on est jeune et qu'on a le projet justement avec son premier emploi, son premier salaire, et évidemment avec sa compagne, on ne fait pas ça tout seul, mais qu'on a le projet d'accéder à la propriété, d'y fonder un foyer, d'y fonder une famille, eh bien on regarde aussi tous ces éléments pour savoir est-ce que la vie sera pratique, est-ce que je pourrai vivre sans me mettre d'autres conditions, d'autres obstacles et problématiques, notamment sur l'accès, la distance entre différents, que ce soit du loisir, que ce soit de la santé, etc. Et puis sur l'attractivité, désolé d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a ces problématiques en termes de ruralité, mais il y a ces problématiques aussi dans les grandes villes. Une ville est attractive lorsqu'elle est sûre. Et permettez-moi de le dire, mais à Saint-Dié, ce n'est pas le cas. À Saint-Dié, moi, les premiers jours où je suis arrivé, etc., j'allais me poser, j'avais pas encore la Wi-Fi chez moi, j'allais me poser dans un fast-food américain. Désolé, j'aurais bien voulu avoir un Wi-Fi gratuit ailleurs, malheureusement, c'était pas le cas. Et je me suis posé dans un fast-food américain à côté, et vous aviez une quinzaine de gamins, tous âgés de 12, 13, 14 ans, qui étaient en train de faire la loi dans le restaurant. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, aucun problème ni rien. Alors, et ça s'insultait, le Coran de la Mecque, ce que tu veux, etc. À un moment donné, je vais voir, je me décale parce que j'étais juste à côté, je commence à en avoir un peu plein la tête. Je me décale, je vais voir pour en même temps me reprendre un café. Je lui dis, mais c'est comme ça tous les jours. Elle me dit non, seulement quand il pleut. Je fais, mais vous n'intervenez pas. Elle fait, on l'a fait une fois, on a un collègue qui s'est fait agresser par la suite à la sortie du travail. Je fais, d'accord, et est-ce que vous pouvez appeler la police? Elle me dit, le problème c'est que quand on appelle la police, alors oui, d'accord, ils se calment, ils s'en vont, et puis quand ils reviennent le lendemain, ils font encore plus de bordel, parce qu'ils prennent ça comme une injustice. Et à un moment donné, l'attractivité, elle passe aussi par la sécurité. Et pour cela, il faut qu'on se donne les moyens. Alors je sais, la police municipale de Saint-Dié est l'une des plus importantes en termes d'effectifs. La plus importante du département. La plus importante, tout à fait. Mais ça pose un problème. Et on en a plus que doublé les effectifs. Voilà, tout à fait. Le seul problème, et ça c'est ce que nous disent les policiers à longueur, et on l'a entendu à longueur de plateaux, à longueur de reportages, de documentaires là-dessus, c'est que quand bien même la police est soutenue, ce qui n'est pas le cas partout, je vous reconnais comment vous avez fait ça, ça me sera utile quand je serai à l'Assemblée. Mais le problème, si vous voulez, c'est que la police fait son travail, mais derrière la justice, non.
Et donc, à partir du moment où vous ne condamnez pas la moindre petite incivilité, ou le moindre petit délit, ou le moindre cambriolage, agression, atteinte à une personne physique, atteinte à du matériel public, à du bien commun, etc., que vous ne le condamnez pas, eh bien, il y a ce sentiment d'impunité qui se répand et qui fait qu'ensuite, ce sont malheureusement les plus forts qui font ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent, selon leurs propres lois, selon leurs propres mœurs. Donc ça nous pose un problème. Et il est vrai qu'il y a des villes comme ça qu'on peut rendre plus attractifs, aussi en y assurant davantage de sécurité. Mais pour ça, il faut évidemment que la justice fasse son rôle. Alors, ce sera certainement des projets qu'on sera amené, et des propositions de loi qu'on sera amené à faire à l'Assemblée nationale. Je pense à la question de recruter, mettre tout un plan de financement pour recruter davantage de magistrats et faire en sorte que les peines soient prononcées plus rapidement à la sortie, suivant le délit, suivant le jugement. Il faut aussi construire davantage de places de prison. Emmanuel Macron en avait proposé 15 000, il en a fait à peine 2 000. Il faut expulser pour libérer des places. Il y a 15 000 étrangers qui sont aujourd'hui dans les prisons françaises. Il faut les expulser à la sortie de leur peine pour justement libérer de la place et faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait plus ce sentiment d'impunité qui résiste. C'est les deux problématiques. Attractivité et ruralité, attractivité grande ville, qui passe évidemment par la sécurité. Okay, vous êtes le meilleur ambassadeur de la ville de Saint-Dié et vous y êtes revenu après vos études à Paris. Quels ont été les éléments qui ont fait que vous y êtes resté? Déjà, moi je dois dire que je ne sais pas si les personnes qui regardent le débat sont comme moi, mais j'ai toujours pas compris comment on améliorait l'attractivité du département. C'est du financement et de la subvention. En écoutant les deux personnes qui sont à côté de moi, on nous a expliqué qu'il fallait augmenter les places de prison et que c'était la solution pour augmenter l'attractivité d'une ville ou d'une commune rurale. Je trouve ça dans le populisme et la démagogie. Complètement décalé et très très loin des préoccupations des citoyens. Moi, qu'est-ce que c'est l'attractivité d'un territoire? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va rester dans notre territoire vosgien? La première chose, c'est qu'évidemment, il a plus de chances d'y rester s'il est formé sur place. Donc, il faut se battre pour le maintien et le développement des places de formation dans l'enseignement supérieur ou globalement dans l'enseignement tout court, que ce soit l'enseignement professionnel ou dans les places d'apprentissage, dans notre territoire. Moi, j'ai essayé de le faire en me battant pour que la région accompagne un projet d'investissement qui va permettre d'augmenter fortement les places pour former des apprentis d'industrie à Saint-Dié. Il y avait un centre de formation qui était à Sainte-Marguerite qui était devenu trop petit. Et donc, former ces apprentis de l'industrie sur place pour répondre aux besoins des entreprises ici, dans notre Déodacie, et globalement dans la Déodacie et le Piémont-Vosgien, c'est la meilleure garantie que les gens vont rester ici. Donc, se battre pour l'IUT de Saint-Dié, se battre pour l'école d'ingénieurs de Saint-Dié, se battre pour les BTS qui existent à Bruyères, qui existent à Saint-Dié-des-Vosges. Bref, se battre pour qu'on puisse former des apprentis, des diplômés de l'enseignement supérieur le plus possible dans notre territoire, parce qu'on sait aussi que nos jeunes ont un problème de mobilité, qu'il y a beaucoup de jeunes, si on ne leur offre pas une offre de formation à proximité de chez eux, qui n'iront pas parce que ça coûte trop cher de se déplacer ou parce que ça coûte trop cher de prendre un appartement à Nancy, à Strasbourg ou à Paris. La deuxième façon de faire que les jeunes restent dans notre territoire ou qu'ils y reviennent, bien sûr, c'est l'emploi. Il faut se battre pour l'emploi, parce que ce qui fait qu'on vient s'installer dans une région ou qu'on y retourne, c'est parce qu'on y trouve du travail. Aujourd'hui, on est dans un bassin d'emploi où le chômage reste plus élevé que dans le reste du département des Vosges, même s'il a fortement baissé. Moi, je me souviens, il y a quelques années, avant que je revienne dans le département, on était à plus de 15% de chômage, et les chefs d'entreprise qui se sont mobilisés, qui ont créé de l'emploi, et tout l'écosystème de Pôle emploi et tous ceux qui se battent pour notre territoire au quotidien ont fait qu'aujourd'hui, on est sur un taux de chômage qui est légèrement supérieur à 10%, qui reste trop important, mais qui a fortement baissé. Donc, se battre pour créer de l'emploi sur le territoire, pour accompagner les projets d'investissement de l'entreprise Le Maire à Mousset, les projets de développement de TSA Inox à Mousset, les projets de développement de Chap Technique à la Croix-aux-Mines, les projets de développement de Vesroc à Saulcy-sur-Meurthe, les projets de développement de BB Distrib ou de Lucart à Laval-sur-Bologne. C'est aussi le rôle du député que d'aller voir les chefs d'entreprise. D'abord, c'est mieux quand on les connaît déjà, et d'aller les voir pour essayer de voir comment on peut batailler pour faciliter leur projet de développement sur le territoire. Parce que c'est pour ça que reviendront les jeunes. C'est pour l'emploi local. Et puis, la troisième considération qui fait qu'on revient dans un territoire, en effet, c'est le mieux vivre, c'est-à-dire la qualité de vie. Et c'est ce qui est le plus compliqué à maîtriser. Mais oui, il faut agir sur la santé. Il faut sans doute faciliter le fait que les pharmaciens, que les infirmiers puissent accomplir des actes de prescription quotidiens, parce que même quand on est avec Saint-Cour et Mortagne, ce sont deux communes dont les maires me soutiennent d'ailleurs pour cette élection,
même quand on est à Vexincourt et Mortagne, c'est plus simple d'aller, quand on est à Vexincourt à la pharmacie de Celles-sur-Plaine ou de Raon-l'Étape, que d'aller parfois prendre rendez-vous avec son médecin, même s'il y a un très bon médecin à Celles-sur-Plaine, il y en a même plusieurs, eh bien c'est plus facile parfois d'accéder à un infirmier ou à un pharmacien. Et puis, pour faciliter l'installation des médecins, il faut accompagner les projets de création de maisons pluriprofessionnelles de santé. Il y en a un à Saint-Dié, il y a une maison pluriprofessionnelle de santé qui s'est créée à Raon-l'Étape, il y en a une qui fonctionne très très bien, qui est privée à Senones, il y en a une qui fonctionne très bien également à Provenchères et Colleroy. Donc on sait bien que les médecins aujourd'hui veulent travailler dans un cadre collectif, ils ne veulent plus être tout seuls pour faire les gardes, pour se trouver dans un système de travail qui correspondait à celui de leurs aînés. Et puis, l'attractivité, c'est aussi le cadre de vie, la préservation de notre environnement. Je crois que c'est extrêmement important, ce qui fait que aujourd'hui, on arrive à l'agglomération de Saint-Dié à recruter parfois des salariés qui viennent de Paris pour travailler à la médiathèque ou qui viennent de Nancy. C'est le cadre naturel. Donc, mieux le préserver plutôt que de bétonner partout, c'est une des garanties d'attractivité. Et puis, en effet, il faut travailler sur l'offre de services publics et l'offre culturelle. Moi, ça m'a parfois été reproché, mais je suis fier de m'être battu pour que les tarifs des écoles de musique aient baissé dans l'agglomération que je préside depuis maintenant 5 ans. Je suis fier de m'être battu pour qu'on investisse dans les médiathèques et pas seulement pour créer une nouvelle médiathèque à Saint-Dié-les-Vosges, mais dans tout le réseau des médiathèques, à Raon-l'Étape, à Fraise, à Senones, pour acheter plus de livres, pour offrir plus de culture au quotidien. Et puis, je suis fier aussi d'être le président de l'agglomération qui s'est battu pour mettre plus d'argent sur ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire sur le fait que les enfants, à l'école primaire, au collège, au lycée, puissent avoir des activités artistiques qui leur soient proposées systématiquement, y compris en ruralité. J'étais l'autre jour au collège de Corcieux, où on nous a présenté un volume d'activités artistiques et culturelles extraordinaire. Et moi, je veux vraiment rendre hommage ici aux enseignants qui se battent dans ce collège et dans d'autres pour offrir la culture aux enfants le plus tôt possible. Donc voilà, l'attractivité, c'est un ensemble d'actions qu'on peut conduire. Il n'y a pas de remède miracle. Et en effet, la sécurité en fait partie, mais sans idéologie. Moi, je suis fier d'être le maire qui a doublé le nombre de caméras actives à Saint-Dié-les-Vosges. Je suis fier d'être le maire qui est arrivé beaucoup de la vidéo-verbalisation aussi. Avec 8 policiers municipaux, qui en a créé 20. Donc moi, je ne suis pas un homme de discours vain. Je suis celui ici sur ce plateau qui a eu la possibilité d'agir. Je n'ai pas tout réussi, mais personne ne réussit jamais tout. Mais ce dont on a besoin dans les 5 ans qui viennent, c'est d'un député, pas d'un député qui commente l'actualité. On a besoin d'un député qui agit et qui a montré qu'il était capable d'agir et qu'il connaissait le territoire. C'est ça le choix qu'on a à faire. Monsieur Valin, je me permets juste de vous interrompre 30 secondes, comme a priori je crois que vous avez pas mal d'avance. C'est justement parce que vous connaissez le territoire, c'est justement parce que vous y êtes depuis longtemps et que vous essayez de mener un certain nombre de choses, parfois qui ne vont pas dans le bon sens à notre avis, mais là on en discutera, et parfois qui vont dans le bon sens. C'est justement parce que vous connaissez le territoire que vous êtes le mieux placé, limite, parmi nous trois, pour savoir que la politique d'Emmanuel Macron fait souffrir les gens dans leur quotidien, ici justement dans ce territoire. Alors moi je ne comprends pas pourquoi ce que vous faites ici, vous allez faire et défendre l'inverse ensuite à Paris à l'Assemblée nationale. Moi c'est quelque chose qui me pose un sérieux problème. Et c'est pour ça, moi quand je le vois, et d'ailleurs c'est les échanges que j'ai depuis qu'on est en campagne sur le terrain à l'occasion de Villegrenier, de marché, de tout ce que vous voulez, de boitage, de visite à domicile, etc. avec les habitants de la deuxième circonscription, c'est qu'ils nous le disent. Ils nous disent oui non mais d'accord, M. Valence il se présente à cette élection parce que il a eu la mairie, après il a eu la vice-présidence de la région, maintenant il veut aller encore au-dessus, et puis une fois qu'il sera député, il démissionnera, il ira au gouvernement d'Emmanuel Macron, possiblement secrétaire d'État au transport, on attend toujours son identité. Il y a un moment donné, moi je veux bien, mais justement, vous connaissez le territoire, vous savez comment ça se passe, vous savez ce que pensent les gens, vous savez ce qu'ils ressentent, ce qu'ils subissent au quotidien, et vous allez soutenir justement un candidat que eux n'ont pas soutenu avec des politiques qui vont aller contre eux. Ça pose un problème, malheureusement. Vous savez, dans la vie en général, c'est toujours plus facile de critiquer que de construire. Non, on fait des propositions aussi, je les ai dit d'ailleurs pendant le débat. Vous pouvez me regarder. On l'a bien compris, vous avez cité le nom du président de la République et le mien depuis le début de cette émission à des dizaines de reprises. Je n'ai pas cité le vôtre, ni celui de votre candidat, ni celui de votre candidate à la présidentielle. Parlez de vous, mais arrêtez de parler des autres, parlez de ce que vous proposez. Non, mais justement, donc moi je veux simplement dire une chose. Je voudrais simplement rappeler vous avez beaucoup d'avance, laissez-moi dire. Je voudrais simplement rappeler une chose. C'est aussi parce que je suis le président de l'agglomération qui a vu qu'il y avait une politique de soutien fort au service public. Je prends l'exemple de la création des maisons France Service. On en a créé une nouvelle à Fraise pour que les gens, par exemple, puissent aller à Fraise pour
qu'on les aide à remplir leur dossier de liquidation de retraite ou leur déclaration d'impôt. On a créé des antennes nouvelles de ces maisons France Service, par exemple à La Chapelle devant Bruyères ou à Moyen-Moutier. Tout ça, ça n'existait pas et ça s'est fait avec un soutien du gouvernement accru par rapport à ce qui existait. On a bénéficié dans notre réseau des médiathèques de crédits supplémentaires depuis 5 ans pour étendre les horaires des médiathèques et nous l'avons fait. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est aussi parce que j'ai cette expérience locale et je suis heureux que chacun la reconnaisse ici. C'est aussi parce que j'ai cette expérience locale et cette connaissance du territoire que j'ai envie d'aller dans cette majorité et d'apporter ma vision. Je ne pense pas être naïf en disant que j'aurai du poids. Vous m'en prêtez peut-être plus que je n'en aurai en parlant de conjectures gouvernementales, mais je pense que j'aurai du poids et que je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens qui ont eu la capacité d'agir et qui l'ont, qui savent ce que c'est qu'un territoire et ses problèmes concrets, dans une majorité. Alors bien sûr que pendant 5 ans, si je suis élu, tout ne se passera pas comme je l'aurais voulu, parce que ça n'existe pas à ce monde-là. Bien sûr qu'il y aura des choses avec lesquelles, parfois, j'aurai peut-être des désaccords, mais au moins j'aurai participé, et j'aurai participé au moment où la loi s'élabore, j'aurai participé au moment où elle est discutée, j'aurai participé au moment où elle va être appliquée. Et c'est de ça, je crois qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui est en situation de responsabilité, qui essaye de faire bouger les choses. Et je crois qu'en effet, depuis que je suis élu, j'ai essayé de le faire. Je n'ai pas tout réussi, mais j'ai essayé de le faire. Et personne ne conteste que je me suis battu. Et je veux continuer à me battre. J'entends votre plaidoirie, mais encore une fois, j'insiste, parce que c'est ce qu'on entend quand on est sur le terrain, c'est ce que nous disent les gens, c'est ce qu'ils confessent auprès de nous, c'est que tout simplement, les gens ont le sentiment qu'on leur fait beaucoup de promesses, on leur parle de soi, on leur parle de sa personne, on leur parle de notre parcours, on cite les communes de notre circonscription, vous avez raison de le faire, etc. Tout ça pour finalement cacher qu'une fois à Paris, vous ferez complètement l'inverse de ce que vous avez promis ici. Et ça, je pense que ça pose un problème, parce qu'il y a énormément de gens, et ça explique aussi l'abstention qui est très haute, ça explique aussi, juste pour terminer, ça explique aussi l'abstention qui est très haute, c'est que je pense qu'il y a un grand nombre de Français qui aujourd'hui en ont marre d'entendre 36 000 promesses pendant les campagnes, 36 000 belles idées de motivation, de profession de foi qui vont dans tous les sens, etc., pour finalement se retrouver au bout de 5 ans, non pas même pas finalement avec quelque chose qui serait resté immobile, mais parfois même qui a dégénéré, quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Et c'est malheureusement la politique qu'a menée Emmanuel Macron, sacrifie des territoires ruraux comme les Vosges, et malheureusement vous allez l'y encourager si malheureusement vous êtes élu à cette élection législative. Moi ça me pose un problème, je voulais juste vous le rapporter ici parce que vous ne l'écoutez pas. Et puis essayez de regarder les gens dans les yeux quand ils vous interpellent, j'espère que vous faites autrement sur les marchés. Je suis en campagne depuis plus longtemps que vous. J'étais en présidentielle, et moi aussi, j'ai fait la campagne de la présidentielle. Et donc, je suis en campagne depuis plus de 3 mois. J'ai d'ailleurs pas vu grand monde sur les marchés pendant assez longtemps, avant le début mai. Et moi, les citoyens, j'échange avec eux tous les jours, avec ceux qui ont envie de m'engueuler, comme avec ceux qui ont envie de me donner des idées, comme avec ceux qui ont envie de me dire comment il faut faire, comme avec ceux qui m'encouragent. Et c'est pas ça, je n'entends pas que ça. Bien sûr, la colère, elle existe. Bien sûr, elle doit nous pousser à aller faire mieux. Mais je crois qu'on ne doit pas élire un député qui fonde toute son analyse sur un discours d'opposition et qui n'a rien à proposer. Je crois qu'on doit élire quelqu'un qui est en situation de responsabilité, qui connaît un territoire et qui a envie de le faire avancer. Messieurs, moi, je ne savais pas que j'étais venu à un spectacle. Je croyais que j'étais le plus vieux d'entre nous. Il y a du monde à la porte, mais ça va bien se passer. Normalement, on va le rouvrir. Ça va bien se passer, ça va arrêter de sonner. C'est ça, c'est la magie du direct. Il faut broder pendant ce temps, on va broder un petit peu. Voilà. Non, c'est un livreur pour des micros. Non, ce que je veux dire tout simplement, je croyais que j'étais le plus vieux sur ce plateau. Et puis finalement, quand je vous écoute, j'entends quoi? De l'autocongratulation, des moi je, des phrases toutes faites. J'entends ça depuis l'âge de 14 ans. Si moi je me suis inscrit en politique il y a 10 ans, c'est pour stopper ça. Moi j'ai l'impression, quand j'entends M. Valence, d'entendre finalement mon grand-père. Comme mon grand-père faisait la politique. Je suis désolé M. Valence, autant je respecte, vous avez effectivement, mais moi je connais, moi je sais. Mais vous savez, je pensais que cette émission, Politwitch, était faite pour attirer un petit peu les jeunes à la politique, parce qu'à un moment donné, ils en ont marre. Il faut parler du concret. Non, mais attendez, monsieur, vous avez au moins 10 minutes d'avance sur moi, alors laissez-moi parler. C'est important le concret. Non, mais si vous voulez, la prochaine fois, vous invite tout seul, parce que là, vous pourrez faire un monologue d'1h30, alors je vous conseille d'inviter M. Valence tout seul, qu'il fasse un monologue. Soyez dans le concret. Mais je suis dans le concret. Le concret, c'est que les gens, aujourd'hui, mon problème,
Mon problème, c'est que dans cette élection, on va avoir plus de 50% d'abstention. Parce que les gens en ont marre d'entendre les mêmes récitations. On se livre ici à un discours, je vous dis que j'ai entendu 1000 fois, 1 million de fois, mais les gens ne veulent plus de cette politique-là. Aujourd'hui, ils veulent du concret, effectivement, et du concret, c'est de les écouter. C'est pas de faire un monologue en se disant moi j'ai bien fait, moi je connais, vous êtes tous des cons. Les autres ne sont pas tous des cons. Ils ont une vision différente de la vôtre. Parce qu'ils n'ont pas de carrière politique en vue. Mais moi non plus. Effectivement, vous moi, avez promis. Écoutez, non, mais vous avez me laisser parler. Vous avez promis d'être maire. Je fais de la politique tout le temps. Vous avez dit que vous êtes. Attendez, je fais de la politique. Vous faites de la politique, pas moi. Je fais de la politique depuis 8 ans seulement. Ça ne fait pas 25 ans que je suis là. L'époque dont vous parlez, quand vous aviez 14 ans, j'étais pas né. Donc, mais vous avez dû regarder les vidéos. Je suis pas. C'est pas possible. J'ai travaillé. Non, mais attendez, vous avez dû regarder les vidéos en boucle pour être aussi mauvais. À un moment donné, il faut arrêter. Non, je suis désolé, monsieur Valence. Arrêtez de mettre en cause tout le monde. Parlez de vous, parlez de votre projet. C'est ça que les gens attendent. Moi, c'est la défense de mon territoire, c'est la défense de la nation, c'est la défense de mon pays, c'est l'avenir de nos jeunes. Et ça, c'est du concret. Parce que moi, je n'attends rien de la politique. Mais rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle les gens à voter oui uniquement pour moi, parce que je n'attends rien. Je ne veux pas être assis à côté de mon gourou à l'Assemblée, je ne veux pas, je n'attends pas une place de ministre, une carrière. Je déteste les politiques de carrière. Et je pense que ce qui tue la France, c'est les politiques de carrière. Les gens, quand vous leur parlez politique, ils vous disent simplement « non, ne parle pas de politique ». Mais parce qu'on entend toujours la même récitation. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire « moi, vous avez la chance d'avoir été élu effectivement ». Et vous avez des dossiers dont nous n'avons pas effectivement les chiffres, puisque c'est vous qui avez les dossiers, et puis vous garderiez bien de nous les donner, pour qu'on puisse justement les étudier ensemble, et puis pointer du doigt ce que vous avez mal fait. Mais à un moment donné, vous avez fait des choses bien, vous avez fait des choses moins bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pourquoi, si je suis le meilleur, quand je circule dans la circonscription, c'est pas ce que j'entends. C'est-à-dire que la notoriété de David Valence, elle n'est pas extraordinaire. Alors moi je vous dis, le spectacle que vous nous avez donné là, depuis une demi-heure tous les deux... Je ne savais pas qu'on était dans un commentaire sur, David Valence, je suis désolé. Non mais attendez, on est dans un débat. C'est pas ce qu'on m'avait annoncé. On a parlé, parlez de vous, parlez de la circonscription. Mais ça j'ai entendu 1000 fois. Parlez des gens. On est là pour faire un débat. Parlez des autres. Non mais attendez, on est là pour faire un débat. Et à un moment donné, il faut quand même que les gens sachent pour qui ils vont voter. Et non pas pour le projet du gouvernement ou pour le projet de Marine Le Pen. Parlez de votre projet. Voilà. Parlez de votre projet. C'est ça qui intéresse les gens, c'est votre projet. C'est pas de critiquer les autres. Vous avez cité tous les villages, effectivement. Non, pas tous, il y en a 115. Non, mais attendez, ça ne m'étais pas destiné, puisque je les connais, c'était destiné à M. Dussaucet, c'est pas très sport. On sait qu'il est parisien, on sait qu'il ne connaît pas les Vosges. Mais je l'inviterai à faire un petit tour en moto. De toute façon, vous allez devoir me supporter 5 ans. Pour aller voir un peu comment sont faits les villages. Vous allez devoir me supporter 5 ans que je gagne ou que je perde. C'est la méthode Coué, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ce que je veux dire par là, ce spectacle, je pense qu'il faut faire autre chose. Moi, je m'adresse à vos spectateurs qui sont, si je l'entends bien, des spectateurs qui aujourd'hui recherchent autre chose, puisqu'ils se sont détournés de la politique. Et si on continue à faire la même chose, on continuera à les détourner. Et aujourd'hui, comme je dis à mes enfants, je dis, mais intéressez-vous à la politique. Une fille qui s'y intéresse beaucoup, un fils un peu moins, mais je dis, intéresse-toi, puisque c'est ton avenir. C'est-à-dire que c'est toi qui as en main les armes, et c'est toi qui as un bulletin de vote. Et ce bulletin de vote, à un moment donné, il faut le faire avec son cœur, il faut le faire avec ses convictions, pas pour un parti politique, parce qu'un tel a dit un tel. Moi, je veux dire autre chose. L'élection, ce n'est pas un troisième tour, Marine Le Pen, Macron. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de voter des lois à l'Assemblée. Il s'agit d'avoir des candidats et des élus qui auront une autre vision de la politique. Et c'est pour ça que moi je me présente. Et vous, en tant que citoyen engagé, vous dites quoi, c'est tous ces jeunes qui s'abstiennent? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire tout simplement qu'il ne faut surtout pas s'abstenir. Alors c'est très compliqué. Et moi je sais pourquoi c'est très compliqué. Vous savez, mon épouse est espagnole. Et j'ai mes neveux espagnols qui savent mieux ce qui se passe en politique française que nos propres enfants. Parce que c'est une mentalité. Et en Allemagne, il y en a la même chose d'ailleurs. J'ai roulé beaucoup en Allemagne. Les jeunes savent ce qui se passe en France. Nous, ils se sont détournés de la politique parce qu'ils ont toujours entendu les mêmes choses. On leur a toujours promis à chaque élection monts et merveilles, et ils ont toujours été un petit peu plus malheureux et un petit peu plus privés de liberté après. Donc moi, stop. Les privations de liberté, je n'en peux plus. Moi, j'ai connu des époques formidables. Je fais partie des années 80. C'est-à-dire que quand vous êtes tout né, vous êtes pour rien, effectivement. Hein. Mais moi, j'étais dans les années 80, on avait tous les droits.
on avait tous les droits, on pouvait tout faire, on pouvait rêver. Et le rêve, on l'a retiré à nos enfants. Et les jeunes n'ont plus de rêve. Quel est le rêve d'un jeune Je suis aujourd'hui? pas d'accord. Donc à un moment donné, mais non, vous n'êtes Ils ont pas des, d'accord. ils ont Moi, des je rêves, suis les une jeunes. génération- Mais vous ils êtes ont une des rêves, génération les d'avant jeunes. moi. Arrêtez de C'est le parler premier comme jeune que je ça. connais plus vieux que moi. Mais à un moment donné, Non, mais je pense sincèrement, les jeunes ont des rêves aujourd'hui. mais Simplement, vous les ils ont connaissez. des rêves restreints. Vos enfants, ils ont des Ils rêves. ont des rêves restreints. Ne dites pas qu'ils n'en ont pas. Nous, on en avait. Mais Nous, vous tout idéalisez, était vous possible. idéalisez On ce que pouvait vous monter avez sur la connu. Lune. Mais Ça arrêtez. n'existe plus. Arrêtez. Donc, Les jeunes, et ils ont ça, leurs c'est rêves dû- et aujourd'hui. c'est Il dû- faut juste non, mais essayer ça, de les c'est dû aux hommes comprendre, c'est tout. politiques. Et moi, j'en veux aux hommes politiques. Je suis un citoyen engagé. Vous leur en voulez, donc vous voulez en devenir un. Non, surtout pas. Jamais. Jamais. Je veux aller expliquer pourquoi les gens se sont détournés de la politique et pourquoi on en a marre, tout simplement. Peut-être s'intéresser un petit peu aux questions justement de nos polyviewers qui sont là et qui commandent beaucoup plus qu'ils ne posent des questions. C'est qui commandent beaucoup. Mais comme vous êtes en retard, monsieur de Saucé, je vais me tourner vers vous. Et comme ça réagit pas mal à ce sujet-là, justement, vous vous en doutez bien sur les réseaux, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement, vous en tant que candidat, à toutes les personnes qui disent que vous êtes un candidat parachuté dans le département des Vosges, et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre aujourd'hui? Moi, ce que je veux leur dire, c'est que, bon, déjà, s'ils peuvent faire cette remarque, c'est que, comme j'avais dit en introduction, moi, je ne me cache pas, on le sait. J'allais pas, j'aurais pu vous raconter l'histoire de mon grand-père qui est né à Nancy, c'est vrai, hein, il est né à Nancy, mon bout de famille qui est en Lorraine et qui vit encore, une dissociée en Lorraine, mais je ne vais pas le faire parce qu'en fait, ce serait arrivé, essayer de brosser un roman, etc., en disant, mais vous comprenez, je reviens sur le retour de mes grands-parents, etc. Non, moi, je viens avec un objectif, si vous voulez, c'est qu'on a fait le constat, tout le monde a fait le constat, on l'a rappelé plusieurs fois dans cette émission, qu'en effet, il y a eu une volonté de changement lors des élections présidentielles en plaçant Marine Le Pen en tête. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se batte, qui corresponde à ces idées-là et qui se batte pour les défendre à l'Assemblée nationale. Parce que le problème, c'est que... Alors, moi, je comprends, je le comprends parce que je l'ai déjà vécu aussi il y a quelques années auparavant, etc. Je sais très bien que les parachutages, hein, comme on les appelle, sont pas les bienvenus et qu'on peut même parfois se sentir un peu blessé. Mais moi, je ne viens pas dans la circonscription pour faire la leçon aux gens. Je ne viens pas leur dire, voilà, vous avez voté pour moi parce que si, parce que ça, parce que je pense que c'est comme ça, votre situation elle est comme telle parce qu'en fait il y a telle ou telle raison. Moi je viens plutôt pour récupérer leurs doléances, savoir leurs inquiétudes, savoir ce dont ils ont besoin pour ensuite leur apporter à Paris. Moi mon objectif c'est de venir ici pour les servir eux. J'ai pas d'intérêt personnel dans cette élection, j'ai pas de plan de carrière en politique. Moi la seule chose que je veux c'est rendre service. Je l'ai fait pendant 10 ans. Alors il est vrai, pour un parti politique, je l'ai fait pour une personnalité, Marine Le Pen, parce que j'avais moi pour le coup un véritable coup de cœur pour elle en me disant que voilà, elle portait haut la parole des Français qu'on n'entendait pas ou qu'on entendait peu. Elle a toujours eu en plus une droiture et elle a toujours eu une personnalité et en plus une accessibilité qui moi m'a toujours fasciné, et donc je suis en effet engagé et j'ai voulu me rendre ça utile auprès d'elle, parce que je me disais, en me rendant utile auprès de Marine Le Pen, je serai utile aussi à mon tour auprès des Français. Là, je le fais dans les Vosges, comme je le disais un peu avant lors de nos altercations, je vous le dis très franchement, je ne viens pas pour le coup d'un soir. Moi, je viens pour les 5 années, que je gagne, que je perde, c'est pas grave, on mettra peut-être les couverts dans 5 ans, mais je viens pour 5 années ici. J'ai envie de m'implanter ici, j'ai envie de travailler ici, j'ai envie de pouvoir vivre ici, j'ai envie de pouvoir parler avec les gens, d'être à portée de baffe, comme dirait l'autre, pour pouvoir les représenter. Et je pense que quelqu'un qui a déjà au moins cet avantage de penser a priori, selon les dernières élections présidentielles, comme la majorité des personnes, sera peut-être plus à même de les défendre et de ne pas avoir la main qui tremble face à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. C'est pas que de l'opposition, je le dis tout de suite, c'est aussi d'avoir des propositions, de pouvoir relayer les différentes demandes. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas encore été satisfaites ici, et donc je compte bien d'en faire un peu le porte-parole à Paris. Moi, Tu voulais rajouter? Non, il y a parce que d'autres j'ai questions beaucoup également. parlé et j'ai peur Alors juste que- à faire un petit point sur les chronos, parce que vous ne les avez pas. Monsieur Valence, vous êtes à 28 minutes, 30 secondes. Monsieur Robineau à 25 et quasiment 30 secondes également. Et Monsieur Dussaucé à 23 minutes. Ouais, c'est vous qui êtes un peu en retard. Je pourrais faire une longue conclusion. Donc du coup, vous allez continuer. Et là, j'ai une question de Paul, par exemple, qui dit, êtes-vous favorable, vous, au blocage des prix du carburant? Parce qu'on sait que c'est quelque chose que les personnes en général aujourd'hui sont soucieuses. Oui, alors c'est une proposition, je crois dans mes souvenirs, qui est même portée par Jean-Luc Mélenchon, on peut le citer, c'est dommage que sa candidate ne soit pas là, mais sur le blocage des prix, on n'y est pas forcément favorable, parce qu'en fait le problème c'est que ça risque après de créer des cercles vicieux d'inflation, pas rentrer non plus dans les termes techniques d'un point de vue économique, mais
Nous, on pense vraiment, en plus, le blocage des prix, vous le faites à partir du moment où vous arrivez à un certain plafond, puis ça ne bouge plus, et puis vous espérez que ça n'aille pas plus loin, que ça ne coûte pas plus cher. Nous, on pense qu'il faut vraiment avoir une action qui soit beaucoup plus durable. D'où la question de baisser la fiscalité qui est beaucoup trop importante sur notamment les prix à la pompe. Je rappelle que c'est plus de 60% du prix qui correspond à des taxes. On en avait parlé, Pierre-Jean en avait parlé. Il y a donc la TVA, vous avez la TICPE et également une TVA sur la TICPE, la taxe sur la taxe. Donc là, il y a évidemment énormément de ménage à faire là-dessus. Et on pense que ce sera une action qui sera beaucoup plus durable et beaucoup plus viable sur la durée. Moi, je me suis déjà exprimé là-dessus tout à l'heure. De toute façon, effectivement, bloquer, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui l'évolution du prix du baril demain. Donc bloquer, c'est un petit peu utopique. Mais effectivement, on peut s'inscrire dans une baisse de TVA, voire un peu plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le baril augmente et quand le prix à la pompe augmente, le plus gros gagnant, c'est l'État. C'est sa part. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas donner de l'argent aux commerçants pendant des années, en leur disant, enfin des années, pendant 2 ans, en leur disant, écoutez, on va vous aider, et puis finalement leur reprendre d'une autre main, méfiez-vous de la main qui donne, de le reprendre d'une autre main, et d'une manière beaucoup moins honnête. Donc moi je suis effectivement, et puis je pense que effectivement, la plupart des partis d'opposition aujourd'hui, qui servent quand même à quelque chose, malgré ce que j'ai entendu dire, se disent, oui, il faut quand même amoindrir la facture. Et pour amoindrir la facture, je pense que la TVA, c'est déjà la première chose. Mais ce n'est pas la seule. Si ça continue à augmenter, il faudra revoir aussi le pourcentage des taxes, de telle façon à ce que le bénéfice global de l'État n'augmente pas et qu'il soit redistribué directement aux utilisateurs. Monsieur Valence, est-ce qu'on prend de la main droite pour reprendre de la main gauche? Écoutez, quand le soutien a été décidé aux commerçants et aux entreprises avec le chômage partiel et puis aux commerçants pour la compensation du chiffre d'affaires, on ne savait pas à l'époque qu'il y aurait cette inflation sur le carburant. Donc rapprocher les deux choses, c'est faire du populisme dans le temps, je dirais. Effectivement, le blocage des prix du carburant, ça a l'air séduisant comme ça, mais c'est une mesure qui crée des effets induits d'inflation sur d'autres produits. Et donc à cet égard, l'objectif, c'est plutôt de limiter les effets de la spéculation sur les carburants, puisque c'est la spéculation qui fait que les carburants arrivent au coût auquel ils sont aujourd'hui. Alors c'est déjà en partie le cas, il y a déjà une limitation. Si vous allez vous passez la frontière, vous pourrez voir que le différentiel par rapport au prix du carburant que vous connaissiez en Allemagne ou au Luxembourg il y a 6 mois, je ne dis pas qu'il est plus élevé chez eux, mais il était beaucoup plus bas aujourd'hui. La différence a été beaucoup plus forte en croissance. Et puis, il faut ici accompagner le pouvoir d'achat sur les autres produits, parce que, je le répète, l'inflation, ça n'est pas que le carburant, c'est aussi des produits alimentaires de première nécessité. Et moi, je pense notamment aux ménages les plus modestes, les plus précaires, qui aujourd'hui se déplacent souvent un peu moins que les autres. Et en réalité sont très durement frappés dans les produits de première nécessité. C'est la raison pour laquelle on propose le chèque alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai une autre question, mais rien à voir. On vous pose la question tout simplement si vous êtes favorable ou non à la chasse. Alors, je vous pose la question parce que vous êtes en retard. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut faire ça. On peut se faire jusqu'à je sais pas quelle heure. On est toujours en retard. Sinon. Alors pour le coup, oui, moi je suis tout à fait favorable à la chasse. Je pense que la question un peu induite derrière, implicite derrière, c'est un peu après sur d'autres pratiques de chasse, la chasse à courre, les histoires de corrida, etc., la chasse à glu et compagnie. Bref, moi, en fait, si vous voulez, sur un certain nombre de sujets, moi je peux avoir ma propre opinion. Mais sur tous ces sujets qu'on appelle en fait des sujets sociétaux, eh bien il faut les rendre à la société. C'est-à-dire que nous, ce que l'on propose, en fait, c'est de mettre en place, c'était d'ailleurs une grande revendication du mouvement des Gilets jaunes, c'est de mettre en place le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. À partir de 500 000 signatures, vous donnez la possibilité aux gens de provoquer un référendum sur une question précise. Et on pense que ces sujets de société, en fait, si vous voulez, c'est des sujets qui sont très intimes, du fait de l'expérience, du fait des parcours personnels de chacun, du fait des familles, du fait d'énormément de considérations personnelles et individuelles. C'est vrai que finalement, si vous voulez, les sujets de société, ça fait parler un peu aux tripes, ça mobilise des tripes et c'est parfois des convictions. On va avoir, c'était très rare sur un sujet de société d'avoir quelqu'un qui change d'avis du tout au tout en un claquement de doigts. C'est pas par des arguments rationnels, raisonnables que vous allez réussir à le faire changer. Et donc, malheureusement, ces sujets de société, lorsque la politique décide de s'en mêler, ça crée énormément de divisions, de fractures. Ça oppose les Français les uns contre les autres. On l'a vu ces dernières années sur un certain nombre de sujets. Nous, on ne veut pas justement jeter les Français les uns contre les autres. Donc on dit les sujets de société appartiennent à la société, c'est la société de trancher. Donc sur ces questions-là,
eh bien, s'il y a une majorité de Français, les 500 000, qui veulent faire évoluer la société dans un sens ou non, d'ailleurs, peut-être que la majorité leur dira non, eh bien, on passe par le référendum d'initiative citoyenne, on laisse la possibilité aux Français de le décider par eux-mêmes. Vous avez quelque chose à rajouter, mais très rapidement par contre. Très rapidement, Ouais. eh bien oui, bah, en fait, tout simplement, ce qu'il faut savoir sur la chasse, effectivement, moi je suis pour la chasse. Tout simplement, la chasse, ça dépend de quel regard on porte sur la chasse. Mais la chasse est une obligation quelque part, il faut le savoir. Ça régule les populations. C'est-à-dire que les populations de cerfs, de sangliers, et si les chasseurs qui font très bien le travail, il ne faut pas se penser que le dimanche matin, ils vont s'amuser à tirer des animaux. Ils ont tant de bagues pour des chevreuils, tant de bagues pour des cerfs, et on appelle ça prélever dans la nature un certain nombre d'animaux, tout simplement, pour ne pas justement, ça devienne un vrai problème. Je pense aux sangliers. Si vous laissez les populations de sangliers se développer, vous aurez des sangliers qui vont traverser devant vous régulièrement et vous aurez des accidents. Et donc, automatiquement, ces populations... Puis les dégâts agricoles. Et les dégâts agricoles. Et en plus, il faut savoir que si ce ne sont pas les chasseurs, il y aura des battues organisées pour prélever ces animaux. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faudra réguler les populations. Donc, les chasseurs, effectivement, ça peut être des boucs émissaires, mais regardons un peu plus loin, prenons un peu de hauteur sur ce sujet. Oui, écoutez, moi je crois que la chasse est en effet nécessaire pour réguler les surpopulations de gibier. C'est vrai d'ailleurs sur les gibiers comme les chevreuils qui, s'ils prolifèrent et sont trop nombreux, empêchent la régénération naturelle de la forêt. C'est vrai aussi sur les suidés comme les sangliers, parce qu'en effet, s'il n'y a pas une bonne régulation, des dégâts agricoles considérables pour nos agriculteurs, et donc c'est nécessaire. Je crois qu'il y a beaucoup de clichés autour de la chasse. La réalité, c'est que dans le département des Vosges, l'occupation, le partage et les relations entre les chasseurs et les autres usagers de la forêt et des espaces boisés, ça se passe plutôt bien. On n'est pas en Sologne. Et donc, on a besoin effectivement d'associations de chasse dynamiques et d'une image de la chasse qui soit peut-être un peu différente de celle de certains clichés qui sont colportés par certaines associations. En tout cas, moi, en tant que maire, j'ai toujours eu, avec mon équipe municipale, puisque moi je travaille avec une équipe depuis des années, eh bien, on a toujours eu des relations avec les chasseurs qui étaient des relations très pragmatiques et plutôt confiantes. Voilà, sujet qui vous met d'accord. Pour terminer cette émission, on est obligé de conclure puisqu'il est déjà 2h15. Vous avez 60 secondes, comme on l'a dit en début d'émission, pour convaincre surtout notre jeunesse qui peine à aller au bureau de vote. Et nous, on le dit si souvent, on le redit encore puisque vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux où une série de vidéos avec Jade ont été réalisées par rapport à, sur TikTok, entre autres, par rapport aux législatives, pour vous donner envie d'aller voter justement le 12 juin prochain. Donc la parole est à vous. On commence avec vous, Monsieur Valence. 60 secondes pour convaincre les jeunes. Oui, mais je crois que les 12 et 19 juin, on aura le choix du porte-parole des Vosges à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce porte-parole, il doit bien connaître notre territoire, il doit avoir de l'expérience. Et quand on a de l'expérience, on n'a pas tout réussi, mais on a aussi montré qu'on savait faire un certain nombre de choses. Et puis ce porte-parole, il doit être un député utile, c'est-à-dire un député qui pourra changer concrètement la loi et influer concrètement sur la manière dont la loi sera élaborée. Je crois qu'avec ma suppléante Charline Prince, avec toute l'équipe qui m'environne et qui est très nombreuse sur les marchés et sur le terrain depuis des mois et parfois depuis des années, je peux être ce député-là. Je ne réussirai pas tout pendant les 5 ans qui viennent, mais je crois que je peux être un porte-parole des Vosges utile, un député utile pour les citoyens, pour le pouvoir d'achat des Vosgiennes et des Vosgiens dans les 5 ans qui viennent. Monsieur Dussaucier. Oui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on aura pu quand même apporter quelques éléments de réponse à l'occasion de ce débat. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir organisé. Moi, j'ai surtout un message à vous faire passer, c'est celui de ne pas vous abstenir et de bien vous saisir de l'occasion de cette élection pour aller voter. Il est vrai, si vous voulez, que parfois on a l'impression que tout ça nous dépasse, que ça va au-dessus de nous, qu'on ne vous parle pas à nous. Mais en réalité, ici, nos petits parcours, nos personnes, etc., on s'en fiche. Ce qui compte, c'est vous. Donc si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui sera à portée de baffe, qui sera justement là pour vous entendre pendant 5 ans, venir à votre rencontre dès que vous le sollicitez, que ce soit par mail, sur le terrain, etc., eh bien, il faut vous en donner les moyens. Si vous n'allez pas voter, d'autres le feront à votre place. Et peut-être d'autres personnes qui ne défendront pas vos idées, des idées qui demandent à ce qu'on soutienne le pouvoir d'achat, à ce qu'on rende justement
justement le territoire plus attractif? Est-ce qu'on assure la sécurité partout? Est-ce qu'on contrôle l'immigration? On n'a pas eu l'occasion évidemment de parler aussi de la question du communautarisme et de la menace islamiste dans notre pays. Donc c'est vrai que si vous voulez défendre vos idées, eh bien pour ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire en allant voter les 12 et 19 juin. Peu importe votre choix d'ailleurs, hein, ce qui compte ce sont vos idées et qu'elles soient défendues par celui qui les représente le mieux. Monsieur Robineau. Moi, je crois que j'avais un petit peu anticipé tout à l'heure. Si aujourd'hui vous hésitez encore à aller voter, c'est parce que vous ne croyez plus aux hommes politiques. Et effectivement, mais si c'est vous de l'occasion qui est faite, donc à la prochaine élection, pour mettre en place un député qui sera différent, un député qui sera de chez vous, un député qui sera à votre porte et qui l'est depuis longtemps. Et ça, c'est très important. Après, moi, je ne vais pas faire des moi, je. On fera tout ce qu'on peut et on sera à votre écoute. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, est-ce que les hommes politiques ont oublié, c'est qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils doivent porter, je dirais, les idées, les revendications du peuple à l'Assemblée et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des partis politiques qui veulent vous imposer finalement une façon de penser, une façon de voir la vie. Et moi, je suis contre ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour la liberté et je pense que justement, je disais tout à l'heure à un ami, voilà les jeunes, parce qu'on parlait, il me dit tiens tu vas faire un truc chez les jeunes, effectivement, mais j'ai l'impression d'être plus jeune que mes deux concurrents. À un moment donné, je pense que les jeunes, vous vivez sur une... On habite, je disais tous, on habite tous sur la même planète, mais dans des mondes différents. Et l'important, c'est justement d'être à l'écoute, de telle façon à ce que ces mondes puissent vraiment travailler ensemble et vivre ensemble sereinement. Eh bien, très bien, merci à tous les trois d'être venus ici jusqu'au plateau de PoliTwitch. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci encore à toi Jade d'avoir co-animé cette émission avec moi, toujours parfaite. Et nous on se donne rendez-vous mercredi pour un autre débat à 12h30 avec la 3e circonscription des Vosges cette fois-ci. Encore merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis très nombreux. N'oubliez pas de partager et de publier en masse bien sûr cette émission qui sera disponible en replay. Passez une bonne journée, à très vite, merci. Au revoir.